Les gens font la queue devant son château, avec des succubiers à son service. Une simple bague de son inventaire vaut des milliards dans le monde réel. Il ouvre son inventaire à volonté et sort des objets SS comme si de rien n'était, y compris une cape d'invisibilité comme Harry Potter. Il est idolâtré pour être le plus fort et le seul à avoir atteint le niveau maximum. Après 22 ans dans ce monde, même le château succube, que plusieurs guildes n'ont pas pu prendre, il a conquis et a asservi l'ancien propriétaire tout seul. Tout a commencé un jour ordinaire avec la disparition de 1,2 million de personnes. Tous se jouant à Eternal World ont vu des monstres apparaître. Le président des États-Unis pensait à des extraterrestres. Donald Trump, c'est toi qu'on ne citerait pas. Les humains n'ont pas pu gérer la situation jusqu'au retour des disparus. C'était la première fois que je voyais un père sortir acheter des cigarettes et revenir. Ils étaient dans un RPG où ils pouvaient monter de niveau. Un mois dans la vraie vie équivalait à un an dans le jeu. Les joueurs revenus avaient péri dans le jeu. 2 mois après la disparition des humains, la deuxième vague est arrivée, ceux avec 2 ans dans le jeu. 3 mois plus tard, ceux avec 3 ans sont revenus. Rapidement, des joueurs avaient 6 et 8 ans dans ce monde. Mais les monstres sont devenus plus forts en même temps. Un monstre de niveau 150 nommé Drain est apparu. Paniqué, il a regardé sur le côté. Un homme s'approchait. Il a attaqué, mais c'était trop tard. L'endroit a explosé. Le monstre a été éliminé d'un coup. C'était le joueur de 22 ans qui était revenu. Le masqué monarche. C'était lui qui avait tué tous les seigneurs et atteint le château du roi démon seul. Il avait même tué le roi démon. Non, ce n'était qu'une illusion. Le roi démon s'est moqué de lui. Même en étant l'humain le plus fort, il ne s'en rendait pas compte. Cela l'a rendu furieux, mais pourtant, le roi démon a dit qu'il avait largement dépassé ses attentes et qu'il avait hâte de s'amuser avec le gamin. Le masqué a supplié de le tuer, mais il a été laissé seul. C'est alors que tout a commencé à s'effondrer et le système lui a permis de revenir après son attaque sur le château. Il est revenu avec l'inventaire en récompense, le seul à avoir survécu dans le jeu et à rapporter des objets de ce monde. L'homme le plus fort est de retour. Il est allé à un bâtiment et a sonné. Dans Eternal World, il était toujours avec son frère, Yoon Song-min. Mais quand ils ont affronté le boss de niveau 81, Began, son frère a été capturé et tué devant lui. Maintenant, il était dans son bâtiment. Quand la porte s'est ouverte, son frère était là et l'a reconnu. Song-min pense qu'il est revenu après que le joueur masqué ait tué le boss final. Du moins, c'est ce que le chef de la guilde absolue a dit. Mais en réalité, il est tombé dans un piège du roi démon. Des monstres plus forts et des donjons de haut niveau apparaissent. Soudain, Song-min demande à quel niveau est son frère. Et pourquoi? C'est parce qu'il veut le recruter dans sa guilde? Mais en entendant le nom de la guilde Ballet, notre héros devient furieux. Ballet tuait les joueurs faibles et les asservissait. Huck les a éliminés de ses propres mains. Song-min semblait content d'en faire partie. Mais Huck lui ordonne de quitter la guilde, affirmant que les déchets resteront toujours des déchets. Le gamin, confus, lui demande pourquoi il est si confiant. C'est simplement parce qu'il est au niveau maximum. Le gamin pensait que Richard Paulson, niveau 228, était le plus élevé. Comment est-ce possible? Et c'est possible parce qu'il est le masqué monarche. Il a arrêté de gagner de l'expérience au niveau 300. C'est alors que le gamin comprend qu'il a anéanti la guilde Ballet. Song-min demande comment ouvrir l'inventaire et Huck dit qu'il a eu en récompense. Ça veut dire qu'il a vraiment tué le roi démon? Oui, il l'a tué, mais ce n'était pas tout à fait ça. Le gamin est en panique avec toutes ces infos. Huck dit qu'il veut offrir un cadeau et demande le niveau du gamin, qui est 154. Avec un petit sourire, il se demande quoi donner. Song-min est surpris que son bras disparaisse ainsi, grâce au stockage portable entre dimensions. Puis il sort enfin le cadeau. Les épées de fureur de Tamori, avec une puissance d'attaque de 450 à 800. Le garçon est choqué et heureux, mais se décourage vite car il ne peut pas les utiliser. Il lui faut 150 en force et il lui manque encore 32 points. Soudain, la moitié du corps de Huck disparaît, mais il revient avec des objets qui augmentent la force. Song-min est impressionné. Il le remercie de toutes ses forces, venant d'un village au Japon. L'homme masse sa tête avec pression. Pendant ce temps, des boules de cristal explosent et la lumière s'intensifie. Il demande s'il y a quelqu'un et reçoit bientôt une réponse. Une voix dit que les autres ne sont pas encore là. L'homme demande s'il a déjà vu les autres arriver à l'heure. La voix demande si la raison de la réunion est celle qu'elle pense. Alors, cela reçoit confirmation. Le sujet, c'est le masqué monarche qui est revenu. L'autre personne reste silencieuse. La femme dit qu'elle savait que c'était qu'une question de temps. Elle lui demande s'il sait au moins où il est. Un moment de silence révèle l'emplacement du masqué en Corée du Sud. Au bureau de district de Yongsan, Sang-Hyuk devient officiellement joueur. Il demande à son frère si c'est à célébrer. Sang-min répond qu'ils n'ont pas le choix, sinon ils risquent des sanctions s'ils ne s'enregistrent pas. Le masqué remarque quelque chose en marchant. Il aperçoit d'autres personnes sorties d'Eternal World. Sang-Hyuk demande à son frère pourquoi les joueurs sont revenus sans équipement, et le gamin réalise qu'il ne sait pas. Il explique que les armes étaient fabriquées sur Terre. Le masqué demande si c'est pour éviter qu'elles soient jetées après avoir tué un monstre. Mais Sang-min explique que cela ne se produit pas dans le monde réel. Les joueurs de classe artisanale
Avec un sourire, il dit qu'il aimerait rencontrer quelqu'un et demande si son frère peut le voir. Le gamin semble un peu confus. Ils sont devant l'atelier du crépuscule. Effrayé, Sanmin demande si la personne est vraiment là. Le masqué confirme qu'il ne s'attendait pas à une telle taille. Le plus jeune demande si son frère connaît vraiment la personne, ce qui intrigue Sang-yuk. Sanmin ajoute que tous les joueurs connaissent le forgeron du crépuscule. Bien qu'il ait évité les combats, le gars a été inclus dans le groupe suicide de 400 membres lors de l'attaque du château. L'atelier du crépuscule est le lieu où tous les joueurs célèbres passent leurs commandes. Sanmin révèle que c'est son rêve d'y faire personnaliser son équipement. Souriant, le masqué lui dit de passer une commande, ce qui rend son frère très heureux. Il décide d'entrer dans le magasin. La porte s'ouvre et une femme les accueille. Sang-yuk dit qu'il vient voir monsieur Lee Chuelwoo. La réceptionniste demande s'il a un rendez-vous. Et quand ils disent non, elle leur explique qu'ils ne peuvent pas le rencontrer sans rendez-vous. Sanmin demande à son frère s'il est sûr de connaître le forgeron, car aucun d'eux n'a de traitement VIP. Sang-yuk demande où il était et apprend qu'il est probablement dans son atelier, ce qui rend la réceptionniste suspicieuse. Sang-yuk la remercie et se met à courir. La femme lui dit d'arrêter, mais le masqué veut juste savoir où c'est. Il découvre que c'est au sous-sol. Elle tente de l'avertir qu'il ne peut pas descendre, mais c'est trop tard. Dans l'atelier, il y a des armes, des armures et toutes sortes de lames. Et le forgeron travaille sur un autre, très minutieux dans sa préparation. Bien qu'il ne soit pas combattant, il est de niveau 98. Shou se retourne en entendant son nom et est choqué de voir Sang-yuk. La réceptionniste le rattrape, disant qu'il ne peut pas être là. Sang-yuk demande au forgeron s'il peut faire un geste pour la jolie femme, qui a été gentille de lui dire où il était. La femme s'excuse, disant que le garçon est entré sans prévenir. Mais Shou dit qu'elle aura un chèque de bonus à la fin du mois, ce qui la laisse confuse. Le forgeron lui demande si elle ne le veut pas, et la réceptionniste, toujours effrayée, le remercie. Shou ajoute que le masqué fait encore du bruit, et le garçon demande s'il n'est pas content de le voir. Le grand homme demande ce que Sang-yuk veut dire. Il vivait paisiblement quand le masqué l'a emmené dans cet endroit terrible. Sang-yuk lui montre le marteau. Surpris, le forgeron demande comment il l'a eu, car il n'y a pas moyen de ramener des objets du monde éternel. Souriant, Sang-yuk dit qu'il a ramené tout son inventaire et sa poche dimensionnelle, une récompense pour avoir terminé la mission finale. Shou le remercie, pensant ne jamais revoir son marteau, mais trouve étrange que le masqué ne le lui ait pas rendu. Sang-yuk dit que l'arme est à lui maintenant. Le masqué dit qu'il l'a laissé en étant éliminé, donc il l'a pris. Sang-yuk le surprend en promettant de le rendre, mais seulement si le forgeron lui rend un service. Sans choix, le forgeron s'exécute. Shou demande s'il n'a pas vu le panneau « Ne pas déranger » sur la porte et dit au chevalier rouge de revenir plus tard. Sans un mot, un sac est lancé, révélant des objets brillants qui attirent l'attention du forgeron. Sang-yuk lui a apporté un fer équitable, l'exceptionnelle roche noire, et la corne de Denart, des objets rares de rang S. Il veut savoir comment il a obtenu tout ça. Le masqué demande au forgeron de lui fabriquer un objet. Shou demande ce qu'il veut, et il sourit à son idée. Sa demande est simple, un masque. Sang-yuk explique que l'endroit n'était qu'un petit atelier à ses débuts et qu'il n'aurait jamais pensé qu'il deviendrait aussi grand. Il ajoute qu'il ne savait pas que le forgeron avait un toby si sophistiqué. Shou lui demande pourquoi il ne s'assoit pas avec eux. Sanmin se présente au forgeron. Le grand homme dit qu'il a l'air d'un bon gamin, contrairement à un autre. Sang-yuk, en riant, ajoute que si le gars continue à lui faire des manières, il devra partir. Shou veut en savoir plus sur ce qui s'est passé et s'il a vraiment complété toutes les missions dans l'Eternal World. Le masqué dit qu'il le pensait. Il explique qu'il a vaincu tous les seigneurs démons seuls pendant 2 ans, jusqu'à affronter un bail. Mais en réalité, ce n'était qu'une illusion. Sang-yuk ne comprend pas la réaction du forgeron. Shou trouve incroyable que le grand masqué ne puisse pas distinguer l'illusion de la réalité, ce qui le déçoit. Mais Sanmin est content que son frère soit revenu entier. Avec un bonus pour la mission finale, Shou se tait. En entendant ça, il demande quel service ils veulent. Sang-yuk répond que c'est simple. En tant que client, il veut que ses commandes soient prioritaires. Shou, voyant son assurance, accepte. Sang-yuk veut donner un objet à son petit frère sans qu'on le reconnaisse. Le forgeron comprend qu'il veut ajuster le design, un travail facile pour lui. Il demande son marteau pour travailler, et le masqué le lui rend. Shou se plaint qu'il ne devrait pas le jeter ainsi. Mais avec un sourire, Sang-yuk dit que ça ne va pas se casser en tombant. Le forgeron remarque que le masqué est toujours sarcastique. Shou demande s'il a oublié qu'il n'est pas encore niveau 100. Évidemment, Sang-yuk a un atout dans sa poche dimensionnelle. Il jette des objets sur la table. Un gantelet de Kibro avec une gemme à plus 50 points, un bracelet d'Aron à plus 50 points. Sanmin veut comprendre le marteau, et son frère explique que c'est celui de Planar,
le dieu des forgerons. C'est le meilleur et il offre de nombreuses capacités, mais nécessite force et santé au-dessus de 200 points. Dès qu'il a fini d'expliquer, l'aîné dit qu'il va aux toilettes. Shou avoue qu'il déteste le dire, mais San Yuk est impressionnant. San Min demande si c'est à propos du masqué dont il n'a entendu que des histoires. Sachant que le gamin a été éliminé en an 12, le forgeron dit qu'il ne le connaît pas. Avec un sourire, Shou dit qu'il n'y avait rien que le monarque ne pouvait faire dans l'Eternal World, son pouvoir transformant l'impossible en possible par sa seule présence. Comme lorsqu'il a abattu le dragon maléfique Nermu, qui avait dévoré 3 de ses forces, permettant ainsi de réussir la mission que 4 guildes américaines n'ont pas pu. Le monarque a aussi complété d'autres missions impossibles, et le souvenir du masqué le traînant dans la Suicide Squad de 400 membres l'agace. San Min pense que le forgeron déteste son frère, mais Shou dit que même s'il le voulait, il ne pourrait pas. San Yuk arrive avec le masque du monarque du chaos et révèle que c'est le forgeron qui l'a fabriqué. Shou confirme, disant que c'était son plus grand travail. Le masqué sourit sarcastiquement, tout comme le forgeron, en bon partenaire. Soudain, San Yuk demande s'il y a un joli château et une âme. Shou réalise rapidement où il veut en venir, mais il veut confirmer s'il pense à la même chose. San Yuk dit qu'il est de retour, il est temps d'agir, laissant les deux choqués, et le masqué dit juste que c'est sa nouvelle maison. L'endroit est fortement protégé. Il y a plein de gardes couvrant chaque partie. Les frères passent devant eux. San Yuk commente que la sécurité est assez stricte là-bas, et comme son frère ne le sait pas, San Min explique que si les monstres traversent les zones désignées, il y aura un débordement. C'est pour ça qu'ils sont prudents. Un garde leur demande ce qu'ils font là. San Min change de direction pour éviter des ennuis, mais San Yuk reste imperturbable et demande si c'est là où était le musée national de Corée. Lors de la réunion à l'atelier, il a évoqué son ambition de déménager, ce qui a fait comprendre à Shou ses intentions de prendre un autre château au monstre. San Min est confus et veut des explications. Le forgeron dit que dans l'Eternal World, San Yuk a pris le château d'une reine vampire pour en faire sa maison. Impressionné, le gamin demande si c'est vrai. Shou ajoute qu'il a épargné le boss final vampire pour l'utiliser comme esclave, d'où le nom château masqué. San Yuk demande s'il y a un château et une âme. Le forgeron se tait, puis confirme qu'il y en a un, connu comme le château du chevalier. Pour San Yuk, c'est un super endroit avec une montagne derrière, une rivière devant, et près de la gare. Bien qu'ils soient d'accord, San Min s'inquiète pour leur maison. Le masqué le rassure, affirmant qu'il ne compte pas la vendre, car c'est le précieux héritage de leur mère. Ces mots réconfortent 100 minutes. San Yuk ajoute que, étant le masqué, la maison sera toujours une cible. Elle pourrait être envahie par des monstres ou d'autres joueurs cherchant ces objets. Il dit qu'ils vivront ailleurs, tant qu'ils ne seront pas en sécurité. Le plus jeune acquiesce. Pour finir, le masqué demande s'il est prêt. San Min s'inquiète pour la sécurité, mais le guerrier rouge est prêt avec son manteau d'invisibilité qui les rendra invisibles. San Min demande ce qu'il n'a pas, et l'aîné répond qu'il est le légendaire masqué. San Yuk lui assure qu'ils n'auront pas de problème avec le manteau. Les gardes sont en alerte. L'un remarque quelque chose, mais c'est juste un autre garde qui ne sait même pas quand est sa relève. Aucun d'eux ne voit les intrus. San Min trouve ça incroyable, et le masqué lui dit de ne pas se détendre. Il dit qu'il retrouvera son frère après le poste de garde. San Min s'excite et demande un manteau. Le masqué lui demande s'il prévoit de faire quelque chose de bizarre. Le plus jeune nie. San Min aperçoit le château de la sorcière de la nuit. Il dit aussi que l'endroit n'a pas été conquis, ce qui, selon lui, explique pourquoi les joueurs sont plus faibles en revenant dans le monde réel. San Min lui rappelle que c'est le foyer des succubes et incubus, rendant l'invasion difficile à cause de leurs attaques psychiques. San Yuk dit qu'il sait que beaucoup de puissants mages sont revenus et demande s'ils n'ont pas créé d'objets d'immunité. Mais sans ingrédients pour les artefacts, même les puissants mages ne servent à rien. Mais San Min l'avertit qu'une montagne est apparue au milieu de Londres, où ils ont trouvé une mine de pierre de mana. Quelque chose attire l'attention des frères. Ils réalisent que les murs du château sont difficiles à escalader. Sans perdre de temps, le masqué invoque son inventaire pour chercher de l'aide. San Yuk en choisit un et l'équipe. Une lumière éblouit le plus jeune, qui se protège les yeux. Quand il peut voir, il est choqué. San Min demande si c'est un set de dragon. San Yuk le rassure et, sans un mot de plus, il saute, volant avec son frère. Affolé, San Min demande comment c'est possible. San Yuk répond qu'il ne fait que commencer. Le masqué atterrit au sol, furieux et prêt pour la suite, curieux de la force des monstres. Quelqu'un se cache à la fenêtre, la fille souriante attend ses victimes. Elle dit qu'elle a un invité. L'aîné prévient son frère que l'odeur est celle du pollen de la sorcière de la nuit. S'il respire ça, c'est fini. Effrayé, San Min demande s'il a bien entendu. L'atmosphère étrange l'attire. Il voit une brume s'approcher et
Et l'autre lui dit de ne pas s'inquiéter. Sang-Yuk assure qu'il n'y a que des succubes incubus et qu'il pourrait en gérer tout un camion. Il donne à son frère une bague pour se protéger des sorts mentaux. Ne réalisant pas le danger, Sang-Min demande si ça éloignera les créatures. Mais une voix derrière lui dit le contraire. Surprise, il se retourne. De belles filles l'attendent depuis longtemps et l'une d'elles lui demande si tous les guerriers sont si beaux. La blonde lui demande s'il veut s'amuser avec elle. D'autres filles cornues lui font aussi des propositions. Elles essaient de l'enlacer pour l'aider avec sa fatigue, l'amenant à inhaler encore plus de brume. Finalement, le roi masqué apparaît, les menaçant de faire puer l'endroit. Il dit qu'il va toutes les prendre, effrayant les filles qui s'enfuient pour ne pas risquer. Sang-Min, gêné, reste là. Sang-Yuk lui crie dans l'oreille, le sortant de sa transe. Le garçon tombe au sol, perdu. Un peu agacé, Sang-Yuk dit à son frère de ne pas le décevoir. Ces succubes de bas niveau le rendent même un peu triste. Sang-Min propose de réfléchir à l'idée de vraiment déménager ici. Toujours sérieux, Sang-Yuk lui répète de ne pas s'inquiéter. Il dit que tout finira quand il fera obéir la propriétaire. Sang-Min demande si c'était vraiment des succubes. L'aîné lui demande s'il s'attendait à voir des filles nues, ce que le garçon nie. Sang-Yuk explique que chaque créature prend une forme selon les goûts de sa victime. Cela laisse le frère cadet pensif. Ils ouvrent la porte et se retrouvent face à un couloir rempli de statues. Sang-Yuk réalise que quelque chose ne va pas. Avec un sourire arrogant, il dit que la propriétaire essaie de jouer. Il pensait qu'une reine succube serait différente. Le masqué soupçonne qu'elle prépare une surprise pour lui. Puis il remarque quelque chose. S'arrêtant devant une armure, il demande ce qu'elle fait là. Quelque chose se cache derrière l'armure. C'est elle. Avec des yeux brillants, elle jaillit de l'armure comme un éclair. Sang-Yuk lui demande ce qu'elle pense faire. En la poursuivant, il dit qu'il a un acte de propriété du château à lui faire signer avant qu'elle ne parte. Sang-Yuk est plus rapide. Il s'arrête devant la reine en disant qu'elle ne peut pas fuir. Quelque chose lui fait écarquiller les yeux. Il trouve la créature étrange et demande si c'est vraiment Lilith. Tout est en ruine. Ils sont si rapides qu'on ne voit parfois que des éclairs et les explosions qu'ils causent. Plus de destruction arrive de partout. Le masqué utilise son épée pour combattre la reine succube. Sang-Yuk admet qu'elle est plus forte que les autres succubes. C'est Lilith. La dame des sorcières de la nuit. Avec un rire, elle demande si le gars regrette de l'affronter et dit qu'il est bien trop tard pour ça. L'épée du masqué est brisée. C'est impressionnant même pour lui. Lilith dit qu'elle ne peut même pas croire qu'il ait réussi à bloquer son pouvoir. Jusqu'à ce qu'elle voit que sa corne est cassée. Allongé près de Sang-Yuk, il dit à la reine de ne pas perdre son temps et de venir. Son arrogance irrite la succube. Puis Lilith se jette sur lui. Ils reviennent à la réalité, Sang-Yuk se remémorant leur rencontre. Il veut être sûr que c'est bien elle. Le masqué demande ce qui s'est passé et si c'est vraiment elle, mais agacée, la fille lui dit de se mettre hors de son chemin. Elle passe rapidement à côté de lui, mais quelque chose l'arrête. Le masqué capture facilement la reine. Elle exige qu'il la lâche. Agacée, la démone veut juste se libérer. Sang-Yuk l'appelle enfant et, avec un regard terrifiant, lui dit de ne pas le forcer à répéter. Il lui demande son nom. La fille semble très effrayée. Mais n'ayant pas le choix, elle avoue s'appeler Lilith. Sang-Yuk, toujours sceptique, demande confirmation et pourquoi elle est devenue une enfant. Quelque chose attire son attention, puis une explosion retentit, faisant trembler la structure après la destruction du mur. Mais le monarque masqué l'a arrêté avec élégance. Sang-Yuk veut savoir qui sont ces gens cornus. Quelqu'un lui dit d'arrêter et de partir. La succube Marianne tient son frère et dit qu'elle ne veut pas lui faire de mal. Sang-Yuk se retourne. Avec son sourire habituel, il dit qu'elle ne comprend pas ce qui se passe ici. De retour avec son masque, il dit qu'elle devrait demander gentiment au lieu de lui donner des ordres. Marianne ne comprend pas le genre de danger qu'il représente, mais l'ordre est d'éliminer l'humain. Sang-Yuk attend juste qu'ils viennent tous. Il esquive facilement l'attaque du groupe. Ses yeux brillent, alerte. Puis il surprend Marianne en demandant si 6 d'entre elles suffisent à le vaincre. Le monarque masqué est rapide. Arrachant son petit frère des griffes de la succube, il demande à Sang-Min s'il peut courir, et le garçon acquiesce. Les démons lancent des boules de feu. Sang-Yuk esquive toutes les attaques, poussant les créatures à se donner encore plus de mal. Le monarque masqué menace de leur couper les doigts s'ils réessaient. Mais la succube la plus forte ne renoncera pas. Marianne est prête à l'attaquer avec une charge de papillon et lui lance son pouvoir. Sang-Yuk reste immobile. Juste avant que l'explosion ne l'atteigne, un éclair frappe le sommet du château, illuminant la lame de l'épée. Tout le monde est effrayé. Même Marianne, confiante,
Lilith, la princesse démon, est assise sur le lit. Sang-Yuk respire enfin, trouvant un peu de paix. Le masqué veut en finir. Il demande si cet endroit est vraiment le château des sorcières de la nuit. Agacé, Lilith crie en lui demandant ce qu'il pense que c'est d'autre. Ignorant ses paroles, Sang-Yuk dit que ça ressemble à une citadelle de charmes irrésistibles, ce qui fait hésiter la princesse. Le masqué ajoute que c'est la maison de Lilith, qui règne sur les sorcières de la nuit. Marianne précise que la princesse n'est toujours pas au courant. Elle dit que cela fait seulement 100 jours que la fille s'est réveillée. Sang-Yuk est surpris. Tout le monde regarde Lilith. Le masqué demande si c'est pour ça que la reine démon a cette apparence. Il demande si la fille aux cheveux roses est la seule succube de haut rang, mais Marianne avoue qu'elle ne connaît pas son rang. Après tout, ce sont les humains qui font les classements. Sang-Yuk demande si elle est la seule membre senior et elle acquiesce. Il mentionne qu'il y en avait beaucoup plus dans la citadelle du monde éternel. Marianne précise qu'aucune d'elles ne connaît les détails depuis leur réveil. Sang-Yuk réfléchit un instant, puis, souriant, il dit qu'il comprend. Il appelle Lilith et plonge sa main dans sa poche dimensionnelle. Le masqué sort un papier pour établir un contrat. Lilith, curieuse, découvre un contrat d'assujettissement. Elle avoue ne jamais avoir entendu ce mot, et Marianne l'avertit. Le démon explique qu'il fera de la reine sa esclave à vie. Sang-Yuk capte son attention, entouré de son aura terrifiante. Pour l'intimider, il lui dit de ne pas s'en mêler et s'approche de Lilith, effrayant les autres. Mais il ne touche que sa tête et lui dit de ne pas s'inquiéter. Sang-Yuk, qui essaie de la protéger, laisse la petite princesse confuse. Il demande ensuite si, face à une nouvelle attaque de sa part, elle pourrait défendre cet endroit. Aucune d'elles n'a de réponse. Sang-Yuk dit qu'il en discutera avec elle. Il explique qu'elle sera liée par contrat jusqu'à sa majorité et lui offre la possibilité d'accepter ou d'annuler l'accord. Lilith reste silencieuse, réfléchissant. Elle se lève et lui demande s'il est sérieux. Sang-Yuk lui répond juste si c'est comme ça qu'elle parle à son maître. Lilith demande s'il annulera vraiment le contrat à sa majorité. Le masqué promet de l'inclure et lui dit de ne pas s'inquiéter. Il prévient que si elle ne se conforme pas, son âme sera détruite. N'ayant pas vraiment le choix, Lilith est prête à signer. Marianne appelle sa dame. Mais la fille prépare déjà l'encre pour signer. Elle doit juste laisser sa signature avec son propre fluide. Une lumière brille sur le papier quand elle termine. Sang-Yuk sourit, car ils ont un accord. Il demande à l'autre dame si elle s'appelle vraiment Marianne. La succube paraît pensive, mais finit par confirmer son nom. Tous les démons s'inclinent devant le Seigneur, qui sourit sarcastiquement et propose de changer la plaque sur la porte. À Monument Valley, aux États-Unis, les monstres sont éliminés. L'un essaie de surprendre le joueur en attaquant par derrière, mais il se défend avec sa double lame. L'homme tient bon pour ne pas perdre le combat, utilisant sa force pour repousser la créature. Il regarde son partenaire, entouré. L'autre est dans une bataille brutale, taillant ses ennemis comme du pain. Il n'a pas peur même s'il y en a tant. D'un seul coup, il parvient à en fendre plusieurs en deux, repoussant les monstres. Il est honnêtement assez terrifiant. Richard Paulson, le chevalier soleil de la Guilde absolue, niveau 220, dit que les monstres ont peut-être laissé des objets et demande de vérifier la zone. Le masqué appelle son maître. Harry Bertland, niveau 187, surnommé la faux du jugement, dit qu'il doit vérifier quelque chose. Richard lui prend le téléphone. Le chevalier doré l'écoute. Puis il sourit en réalisant que c'est le monarque masqué et que le joueur est enfin revenu dans une ville russe. Les gens, emmitouflés à cause du froid, fixent leur téléphone, absorbés par les nouvelles. Au Royaume-Uni, c'est pareil. Les gens se déplacent calmement dans la ville. FR, au kiosque, les journaux annoncent l'apparition du monarque masqué. Même à Hong Kong, les nouvelles en parlent. C'est partout. Pendant ce temps, ailleurs, plusieurs photos du monarque sont retirées. L'homme examine chaque image attentivement. Ses yeux se fixent sur quelque chose d'intéressant. FR, de retour à Seoul, Sang-Yub met son armure. Il sent qu'on le suit. En se retournant, il aperçoit plusieurs hommes. Chosokien, niveau 102, est le maître de la guilde de ballet. Le masqué l'insulte. FR, il dit que ça fait longtemps qu'il ne l'a pas vu, et l'homme répond pareil. Sang-Yub va droit au but et demande ce qu'il veut, même s'il va supplier pardon. Sokyan Deviant Nervu. FR, il dit qu'ils ont fait une grave erreur dans l'autre monde, promettant de ne pas répéter leurs actes et demandant pardon. Song Hubrit. Il trouve intéressant qu'un homme demande pardon à celui qui lui a pris la vie. Quoi qu'il en soit, il le pardonne. FR, mais il y a une condition. Sang-Yub lui dit de tenir une conférence de presse le lendemain pour avouer tous ses crimes sans rien ajouter ni omettre, sous peine de punition. Le masqué demande ce qu'il en pense, et Sokien accepte. FR, Sang-Yub lui fait comprendre que des temps difficiles l'attendent et que tout ce pourquoi il a travaillé va s'effondrer, et qu'il ne gagne FR, le château appartient entièrement au monarque, et il le fait savoir en affichant un symbole pour montrer que l'endroit est à lui.
De nombreuses personnes sont dehors, y compris des journalistes, essayant tous de saisir ce qu'ils peuvent. Les gens crient qu'ils savent qu'il est là et qu'ils veulent juste poser quelques questions. FR. Il supplie pour que la porte s'ouvre. Le directeur de la gestion des joueurs est là aussi. On lui demande s'il est sûr que le masqué est à l'intérieur. L'homme suggère de faire demi-tour. C'est Park Sung-sik, un joueur de niveau 12, et il dit que le monarque masqué était redoutable dans l'éternel. FR. Il leur conseille de ne pas provoquer le guerrier, ce qui agace le directeur. Young Chul dit que le masqué devrait l'accueillir, mais il pense encore à faire demi-tour. L'homme ne sait pas à quel point le joueur est bon, mais il est toujours le directeur de la gestion et frappe à la porte. FR. Young Chul crie que le joueur aurait dû venir le chercher à son retour et s'énerve d'être enfermé. La porte s'ouvre. Tout le monde regarde à l'intérieur, et le directeur sourit avec ambition. Il rit, pensant avoir effrayé le masqué. Young est prêt à découvrir sa vraie force. FR. Sung-sik réalise tout de suite qu'il y a un problème. Le joueur avertit que c'est de la poussière de rêve et crie à tous de se protéger et de courir. Sung-sik se couvre, tandis que l'homme derrière lui dit que tout semble propre. FR. Pendant ce temps, Young danse bizarrement, sans vêtements. Sung-sik comprend qu'il hallucine et demande de protéger le directeur. Les caméras filment. FR. Sung-min dit que l'homme a l'air important, et son frère demande pourquoi il s'introduirait chez quelqu'un. Un bruit attire l'attention de Sung-yuk. Il sort son téléphone, un appel d'un numéro inconnu. Sung-yuk demande à son frère de lui laisser quelques minutes. FR. Loin de là, il répond à l'appel. La voix le surprend en disant qu'ils ne se sont pas vus depuis un moment. L'homme masqué soupçonne qu'elle parle de Rosillon. Sung-yuk demande comment elle a eu son numéro, et elle répond qu'elle sait tout. FR. Jay, responsable de la chambre de commerce noire de l'Eternal World, se présente. Sung-yuk veut savoir ce qu'elle veut. Jay lui demande s'il n'est pas curieux de ce qu'elle fait. Il menace de raccrocher s'il n'a rien d'autre à dire. Elle lui demande s'il n'a rien à lui donner. FR. Elle pense que le monarque masqué a quelque chose d'intéressant. Elle explique que la chambre de commerce noire prévoit une vente aux enchères, mais n'a rien pour l'organiser. Sung-yuk n'y a voir quoi que ce soit, mais j'ai dit qu'un peu d'argent peut être utile. Il réfléchit et propose une bague. FR. Je veux savoir de quel type. Le monarque explique que l'objet réduit le temps de recharge de 5% et augmente la résistance au feu et aux effets magiques de 5%. Avec un sourire, j'ai dit qu'elle ne pouvait pas demander mieux, mais se rappelle de la bague, et Sung-yuk confirme qu'elle appartenait à la sorcière cramoisie. FR. J'ai dit que l'autre vendrait sa maison pour la racheter. Il demande où conclure l'affaire. J'explique qu'ils utilisent les casiers à Soul Station et qu'elle enverra les détails par message. L'appel se termine. Même Sung-yuk ne s'attendait pas à ça. FR. Il se rend à Soul Station comme prévu, capuche sur la tête pour ne pas attirer l'attention. Sung-yuk s'approche d'un casier et, en l'ouvrant, découvre une boîte. Un peu suspicieux, il décide d'aller chez son ancien, où son frère l'attend, désespéré de savoir ce qui va se passer. FR. Il demande le prix de tout ça. Avec des liasses de billets, il y a une enveloppe. Sung-yuk la prend sans hésiter. Ses yeux s'écarquillent. C'est un chèque de 10 milliards de wons. FR. Le camion file à toute allure, et il filme chaque détail. Les caméras se concentrent sur le chaos. Plusieurs camions de marchandises entrent dans le château, suivis d'une petite voiture qui s'arrête en premier. Quelqu'un dans le siège passager ouvre la porte. FR. Celui qui sort de la voiture est le forgeron super stylé en costume, indifférent à tout. Bientôt, quelqu'un l'informe que le maître l'attend. De belles filles aux cornes lui montreront le chemin. Son expression reste suspicieuse. La porte s'ouvre pour qu'il entre. FR. Enfin, Chou retrouve Sang-yuk. L'homme masqué dit qu'il est en retard. Soudain, le grand type s'approche, visiblement perdu. Chou l'étreint et lui dit que le gamin a un talent pour créer des problèmes, l'accusant d'avoir plongé le monde dans le chaos. FR. Sang-yuk demande d'abord à le lâcher. L'homme masqué se plaint qu'il est bien trop fort et que l'étreinte lui coupe presque le souffle. Après l'avoir récupéré, Sang-yuk va droit au but et demande si l'homme a décidé de déplacer l'atelier au château. Avec un air sérieux, Chou lui demande d'écouter. FR. Le forgeron dit qu'il n'est pas venu à cause de lui. Il demande comment refuser l'offre avec tous les matériaux bruts de l'autre monde. Chou demande s'il y a de l'électricité, car l'électronique ne fonctionne pas sur des terres altérées. Il ajoute que cela prendra du temps. FR. Il envisage de le faire comme dans l'Eternal World. Si c'est le cas, ça prendra un mois. Sang-yuk lui demande de tout construire, et il panique en disant qu'il ne peut pas. FR. Avec un sourire, l'homme masqué annonce qu'il donnera à l'atelier Twilight le premier choix des sous-produits des monstres et demande si cela ne fonctionne toujours pas. Cela irrite l'homme. Le forgeron dit qu'il devra utiliser le générateur de mana, et Sang-yuk demande s'il parle du cœur de Phénix. FR. En sortant 3, il demande si c'est suffisant. Chou, enthousiaste, répond que c'est plus que suffisant. FR. Les monstres entourent le château.
Le monarque masqué abat tous ceux qui se dressent sur son chemin. D'autres guerriers, effrayés, se battent de toute leur force. Cela s'est passé dans l'Eternal World lors de la mission finale. L'homme au masque gris dit à son maître de les laisser gérer les monstres et de continuer. FR. Puis l'autre se souvient, ce sont des membres de la guilde des mercenaires masqués. La femme dit qu'ils peuvent gérer ça et que le monarque doit économiser son énergie pour vaincre le roi démon. L'homme lui crie de ne pas perdre de temps. Sang-Huc réfléchit à leurs paroles. FR. Soudain, Bal apparaît derrière lui, affirmant avoir des amis loyaux. Sang-Huc se retourne vite. Avant qu'il ne puisse réagir, le roi le frappe, un coup si lourd qu'il crache son propre sang. FR. Sang-Huc est projeté loin, subissant encore plus de dégâts. Le roi démon, en plus d'être fort, est terrifiant. Avec un sourire, Bal trouve cela décevant, pensant que le monarque masqué serait différent. Des cristaux rouges volent vers lui, mais il les bloque facilement. FR. Un membre de la guilde tente une attaque surprise par derrière, mais c'est sans effet. La fille du groupe essaie aussi son spécial, mais Bal disparaît avant que ça ne touche. Ses yeux s'écarquillent, puis le vilain apparaît derrière elle. Bal déclare qu'elle sera éliminée en premier. FR. Pendant ce temps, le monarque s'effondre, regardant son équipe se faire massacrer. Même affaibli, il ordonne à tous de se replier. Le boucher demande à son maître s'il va bien. Sang-Huc prévient que le roi est trop fort. Malgré tout, le masque gris dit qu'ils achèteront du temps pour lui. Le FR. Il promet que tout le monde sera derrière lui. Le monarque tente de l'arrêter, mais le boucher dit à son partenaire qu'il compte sur lui. Le forgeron de Twilight est présent. CHULU, sérieux, demande à Sang-Huc s'il peut se lever. Le monarque ordonne à tous de se retirer. Le boucher dit qu'il doit sauver au moins une vie et lui demande d'utiliser un objet de soin. L'homme n'a pas l'intention d'obéir, car il sait que Sang-Huc est le seul à pouvoir vaincre le roi démon. Il lui demande donc de monter de niveau et de terminer la mission. Avec un sourire, il rappelle que c'est l'objectif de la guilde des mercenaires masqués. Puis, il se lance dans le combat. Sang-Huc l'appelle, mais c'est trop tard. Il crache du sang, ce qui inquiète le forgeron. Quelqu'un crie « Youn ». Sang-Huc lui dit de se réveiller. Plusieurs explosions retentissent dans le château. Il voit jusqu'à ce que ses yeux se ferment. Le corps de la fille est au sol, tout comme ses compagnons. Il est trop tard pour le boucher. Sang-Huc assiste à la fin de ses subordonnés, incrédule. Il ferme les yeux, furieux, et hurle sa douleur. Sang-Huc est de retour à la réalité, libéré de son cauchemar. Quelqu'un annonce l'arrivée de ses invités. Il ordonne de les laisser entrer et met immédiatement son masque. La porte s'ouvre enfin. Ses invités entrent dans sa chambre. Sang-Huc sourit en disant que cela fait longtemps. L'équipe masquée est enfin de retour. Cela fait un moment depuis leurs adieux, le boucher est le capitaine des mercenaires masqués. Niveau 165, Jiatin est vice-capitaine. Niveau 132, Iceflower est aussi vice-capitaine, niveau 138. Le monarque masqué regarde son équipe et, souriant, demande comment ils vont. Ils se portent tous à merveille. Le boucher dit qu'ils ont bien mangé et dormi, et qu'ils se sont bien amusés. Cela rend Sang-Huc heureux. Le monarque demande s'ils ont gardé le contact avec les autres membres de la guilde, et le grand gars révèle que tout le monde est venu à Soul en apprenant son retour. Cela le surprend. Le boucher dit qu'il se préparait à se réunir pour le retour du Seigneur, et qu'un d'eux est même venu en Corée avec sa famille. Le monarque trouve cela excessif. Iceflower ajoute que tout le monde attend son commandement. Sang-Huc est satisfait de son équipe. Une valise est lancée au grand gars. Il demande ce que c'est. Le monarque répond qu'il y a 3 milliards à l'intérieur. Le plan est d'utiliser cet argent pour déplacer le quartier général. Tout le monde est choqué. Les travaux ont déjà commencé. Il y a beaucoup de gens au travail et encore beaucoup à faire. D'en haut, Sang-Huc et CHULU observent. Le maître dit que ça avance plus vite que prévu. CHULU acquiesce, plus de 100 personnes, y compris les mercenaires, sont sur le projet. Il ajoute que le four de l'atelier est presque prêt, ce qui leur permet d'accélérer les choses. Soudain, Sang-Huc dit qu'il doit se dépêcher de se préparer, intriguant le forgeron. Puis le monarque dévoile son plan de conquête du monde, ce qui panique CHULU en Italie. La femme sirote sa boisson tranquillement et esquisse un sourire. Elle demande à son partenaire s'il s'en va et lui suggère de prendre quelque chose à manger. Membre de la guilde de la Tour de Magie Rouge, la sorcière cramoisie de niveau 205, son partenaire tremble à cause de l'horloge, qui indique une heure précise. Elle demande alors des nouvelles de l'objet. Il secoue la boîte rouge, éveillant la curiosité de la sorcière. La boîte s'ouvre et une lumière rouge éclaire son visage, confirmant que c'est son anneau. Elle veut savoir comment il est revenu dans le monde réel et si cela a un lien avec le monarque masqué. Mais l'homme annonce le prix, 20 milliards pour l'objet, et demande comment elle va payer. Au téléphone, on demande si c'est sur le même compte. Elle confirme le transfert de 20 milliards. La sorcière demande à l'homme de vérifier le compte. Il le fait et se lève.
Les gens fuient, terrifiés, car des monstres les traquent. Avec des kilomètres de dents acérées et un aspect horrible, Jiltin Dikeko Canyon, refuge des morts-vivants, est maintenant dans le comté d'Inja. À cause des chaînes de montagnes, la zone s'étend sur une vaste superficie. Même les villes voisines reçoivent des ordres d'évacuation lors d'un débordement. Les dégâts des morts-vivants sont pires, et Jiltin dit qu'aucune solution n'existe, un vrai casse-tête pour le gouvernement. Le monarque annonce que ce sera leur première attaque. Il sourit à l'idée que les mercenaires masqués s'attaquent à un problème que même le gouvernement n'a pas pu gérer. Il veut un départ au combat grandiose pour que le monde sache que les masqués sont de retour. Comme toujours, un reporter fouine autour du château pour livrer les nouvelles que le monde attend. Il est prêt à diffuser en direct le grand départ de la guilde des mercenaires masqués. L'homme mentionne que le monarque a confié à son groupe la mission de conquérir les Shokaniens. Tout semble prêt. Après tout, la porte du château s'ouvre. Il marche, une légion de masqués. Les flashs des caméras se dirigent vers le boucher. Dans un souvenir, la porte s'ouvre pour le trio. Le seigneur avertit que se battre avec ses armes sera difficile et leur demande de le prévenir s'ils ont besoin de quelque chose. L'un des masqués demande surpris si tout cela vient de l'autre monde. Le monarque précise qu'ils ont beaucoup de travail là-bas et leur dit de le voir comme une prime de signature. Le boucher y pense encore, comme un grand capitaine. Il crie que les mercenaires masqués vont conquérir les Shokaniens et demande à tous de monter dans les bus. Le reporter annonce bientôt le voyage de la guilde vers Injo et s'interroge sur leur succès là où d'autres ont échoué. Quoi qu'il en soit, KBN continuera à donner des nouvelles en se dirigeant vers Injo. Sang-Yuk est content que l'équipe ait répété. Il demande à la fille à côté si la glace est bonne, et Lilith répond avec un sourire que oui. Puis le masqué dit qu'elle en a assez, c'est le 10e. La princesse rétorque qu'ils sont délicieux. Il ne peut rien y faire. Sang-Yuk déclare que ce sera le dernier, car ils doivent partir et elle veut connaître leur destination. Sourire aux lèvres, le masqué répond qu'ils ont un travail à faire. Il dit qu'il a laissé quelque chose derrière, ce qui intrigue Lilith. 2 gardes protègent l'entrée, surveillant KBN qui pense que le monarque masqué attend le bon moment pour apparaître. Le garde sourit, impatient de voir le seigneur en action, et il commente l'embarras d'un échec. La présence de quelqu'un est remarquée. Le garde, en faisant son travail, tente de prévenir que la zone est restreinte, mais il est pris dans une brume étrange qui les endort. Lilith est surprise par la rapidité et demande au monarque si elle peut les toucher. Mais le gars lui dit de les laisser tranquilles, car le temps presse. Ils entrent dans l'endroit gardé. Lilith ressent une énorme quantité de mana. Un peu effrayée, la fille demande où ils sont et dit qu'elle n'aime pas les lieux effrayants. Les catacombes de Bredel, dans le monde éternel, abritent les prêtres et les saints. Ce lieu sacré a été contaminé par un bail. Le chef des seigneurs, démon, trouble le repos des enfants de Dieu et renforce le pouvoir de ses créatures. Ainsi, le lieu a perdu sa sainteté et est devenu un royaume des morts-vivants. Juste derrière Lilith, un monstre apparaît. Même surprise, elle attaque, faisant tomber le tas d'os. Pourtant, sa structure continue de bouger et les morts-vivants se relèvent. D'un seul coup, le monarque détruit le monstre, projetant le tas d'os loin. Grâce à Bai utilisant son autorité sombre là-bas, puisque les morts-vivants et Bredel sont d'un autre niveau. Surtout le pape déchu, qui, en plus d'être de niveau de sang, est l'un des plus forts et les plus connus. Il y a une raison pour laquelle le masqué est là. Avec Lilith, il s'approche d'une porte. Sang-Yuk dit à la fille de rester. Lilith, la future reine des démons, est très effrayée. Le monarque masqué ouvre la porte et s'avance vers une épée brillante. La plus puissante du monde éternel, avec Marion, la miséricorde du roi dragon. Sang-Yuk observe sa nouvelle acquisition, puis saisit l'épée et la tire. Elle brille encore plus. Mais même si c'était juste suggéré, cette épée a décapité le roi démon et transpercé son cœur. Une arme redoutable pour un joueur puissant. Sang-Yuk remarque alors une armée de morts-vivants, et la foule est celle du pape déchu, une créature d'une force incroyable. Il sourit, prêt à s'amuser. Avant qu'il ne puisse agir, les monstres sont attaqués. Sang-Yuk, confus, regarde une silhouette encapuchonnée, l'auteur de l'attaque. Celui-ci lui dit qu'il ne s'attendait pas à le voir ici. L'encapuchonné révèle qu'il est un autre masqué et qu'il ne s'attendait pas à le croiser ici. Pendant ce temps, les morts-vivants attaquent celui en manteau vert, qu'il esquive aisément. Le masqué observe le tas d'os au sol. Utilisant son arme pour écrire dans la terre, il dessine un cercle magique avec les monstres. Ses yeux brillent en le regardant. Il chante, Yasurumante Rio Maruna. Les os se déplacent alors qu'il dit « Arira Kamdari Anmaan », puis Garine Onami et Bavant. Levant les mains, il crie « Venez, chien né en enfer ». La lumière intense frappe les morts-vivants. Sang-Yuk observe, impressionné. Il peut facilement vaincre les monstres. Pourtant, d'autres arrivent avec leurs épées et armes.
Mais le chien est plus féroce, renversant un mort-vivant et écrasant ses os d'un coup. Plus de squelettes attaquent, ce qui rend l'animal encore plus en colère. Et il se jette sur eux, les déchirant. Sang-Huc observe la bataille, effrayé par la scène. Le chien de l'enfer attaque furieusement, laissant plusieurs d'entre eux en morceaux au sol, brisant facilement des os avec ses puissantes dents. La creatura se retourne, poussant un cri terrifiant. Un éclair le frappe finalement, mettant fin au chien de l'enfer. L'encapuchonné regarde d'où ça vient. Le pape déchu. Le monstre ouvre la bouche pour tirer un autre éclair. Il crache une forte décharge, mais le masqué n'encaisse pas de dégâts sérieux. Le monstre attaque de front. L'encapuchonné esquive juste avant d'être touché et récite d'autres mots magiques. Naruma Bikukombwasha. Tandis que la créature le poursuit, il continue. Narupa Rosuma, invoquant encore plus de chiens de l'enfer. Ces petites créatures féroces rugissent au pape. Le boss utilise son symbole sacré pour les attaquer, touchant plusieurs chiens à la fois. Ils sont éliminés un par un, mais il y en a trop. Le pape déchu les gère facilement, tandis que l'encapuchonné regarde le combat, inquiet. Puis les tirs vont vers lui, frappant l'endroit où il se trouve. Le pape déchu pense l'avoir eu, mais il est impressionné par la rapidité de la réponse. Le monarque masqué l'a protégé avec un bouclier magique. L'encapuchonné s'agace, disant qu'il n'a pas demandé d'aide. Mais Hugues dit qu'il est toujours aussi têtu. Le monarque prend son nouvel équipement, prêt à balayer le boss. Il attaque avec une lame de dragon. Cette fois, même le pape déchu a peur et est frappé par une énorme explosion. L'encapuchonné est impressionné. Hugues le surprend en disant qu'il ne l'a pas vu depuis la première mission de la Suicide Squad. C'est le nécromancien Yang Suchan. L'encapuchonné demande s'il ne devrait pas être un échocanien et précise que Hugues veut savoir ce qu'il fait ici. Suchan dit que c'est évident, l'endroit regorge d'os de qualité. Le monarque le trouve fou d'être venu seul. Il veut aussi dire une chose et invite l'encapuchonné à rejoindre la guilde des mercenaires masqués. Chan veut savoir pourquoi il a rejoint le groupe. Hugues dit qu'il a entendu qu'il veut surpasser Ahmed Hassan, donc l'homme masqué veut l'aider à atteindre cet objectif. Le nécromancien réfléchit à l'offre. Il dit que la guilde est déjà assez forte, alors il veut savoir pourquoi l'homme masqué veut l'utiliser. Avec un sourire, Hugues dit qu'il y a un but, vaincre le roi démon une bonne fois pour toutes. À l'aéroport, j'ai terminé un voyage. Son téléphone sonne et elle répond. Des gens s'arrêtent pour regarder aux nouvelles la guilde des mercenaires masqués et leur mission réussit à Échocagnan. J'ai reste au téléphone pour obtenir des infos. Elle comprend enfin ce qui se passe, regarde la personne à l'écran et dit qu'elle doit d'abord voir le monarque masqué. Jet entre dans le café, cherchant son contact, qu'elle trouve rapidement. Au loin, elle aperçoit des hommes assis. Puis elle appelle le garçon. La femme demande si le monarque n'est pas là, mais le garçon dit qu'il ne comprend pas ce qu'elle dit. J'ai surprise qu'il parle le rosalion, et il dit qu'il est aussi joueur. Elle se sent plus à l'aise dans cette langue grâce à son temps dans l'autre monde, où des gens de nombreux pays se comprenaient. C'est un plaisir de le rencontrer. J'ai se présente comme la responsable de la chambre de commerce noire. Il s'assoit pour un café. Au cours de la conversation, elle le félicite pour sa victoire à Échocagnan. Puis elle demande où est le monarque, et Sandman répond qu'il est venu à sa place. J'ai convient que le guerrier cramoisi est occupé. À l'endroit au but, elle demande à voir l'objet. Sandman lui tend la boîte. J'ai l'ouvre avec impatience, ses yeux s'illuminent en découvrant son contenu. Elle assure qu'ils peuvent vendre l'objet et qu'il n'a pas à s'inquiéter. Mais il y a autre chose à gérer. Sandman dit que son frère lui a demandé de se pencher sur autre chose, et la patronne a envoyé les invitations. Le garçon est impatient d'en savoir plus. J'ai dit qu'ils n'auront pas le choix que de venir, car c'est une invitation de l'homme masqué. Les gens veulent connaître la raison de la visite par Richard. Dans la voiture, l'autre homme demande si c'est Guanguamo. Michael Burin, le marteau de Dieu, fait partie des chevaliers de la cathédrale du Royaume-Uni. Des curieux se demandent qui est la belle femme. C'est Lu Chayu, maître de la guilde des 9 épéistes dragons, venu de Chine. D'autres invités savourent la nourriture des stands. Yann Galei, russe de la guilde de l'empereur, demande plus de crêpes. 2 gardes sont là, faisant leur travail. Pendant ce temps, Asegawa Ryota, de la guilde japonaise des fantômes de l'épée forestière, boit son café tranquillement. Manuel Mathias de la guilde allemande des chasseurs de dragons arrive aussi, pensant être au bon endroit. Au château du monarque masqué, la nouvelle des arrivées se répand. Selon KBN, tous les maîtres des puissantes guildes mondiales sont arrivés en Coréto ce matin. À la surprise générale, ils ont pénétré dans le château où un magnifique banquet les attendait. Richard est sur la défensive, tandis qu'Yann reste calme. D'en haut, ils sont observés. CHUL ou n'arrive pas à... Souriant, le forgeron dit que Song-Yuk sait faire parler de lui, ce qui lui donne du crédit pour son intelligence. Michael frappe la table, agacé,
et menace de partir s'il doit attendre une minute de plus. Richard lui dit qu'il est impatient. Et c'est pourquoi il n'a pas changé. La belle Lubo dit que c'est pareil pour le monarque masqué, qui les voit comme de simples accessoires. Le gars aux longs cheveux ne comprend pas. Elle explique que le monarque les a utilisés dans le monde éternel, mais quelqu'un pense autre. Yann dit qu'ils ont bien aidé à finir la mission finale. Avec un sourire, il demande si le joueur aurait pu le faire sans eux. Louis, agacé, crie que l'homme masqué a pris tout le mérite. Richard leur demande d'être honnêtes. Il dit que ce n'est pas la gloire qui les fâche, mais la récompense. Louis demande si ce n'est pas pour ça qu'ils sont là, pour découvrir le prix. Michael rappelle que l'homme masqué a rapporté des objets d'un autre monde et leur dit de bien observer l'équipement des mercenaires, qui semble venir du monde éternel. Richard regarde les hommes. Une voix attire leur attention. Le monarque masqué entre et annonce qu'il devrait célébrer un jour comme celui-ci, ajoutant que personne ne les aurait imaginés réunis à nouveau. Michael reagit estrangement. Il est sûr que l'homme masqué ne les a pas invités pour un retour en arrière. Il demande donc pourquoi ils sont là, ce qui fait sourire Sangook. Il lève son bras sans perdre de temps. Sa main disparaît dans l'espace, effrayant les invités. Ryo comprend que c'est une poche dimensionnelle. Un objet de l'autre monde en sort, choquant tout le monde. Michael veut savoir comment il l'a eu. C'est le marteau de guerre du blond, ce qui le rend furieux et le pousse à se jeter sur le monarque. Sangook lui demande de se calmer, l'invitation étant de rendre les objets à leur propriétaire. Michael est abasourdi. Le monarque masqué sourit. Puis il propose de commencer une enchère d'armes. Cela surprend tout le monde, et Michael réagit encore plus en colère, demandant ce que le gamin pense faire. L'objet lui appartient. Sangook demande alors pourquoi le marteau serait à lui, disant qu'il a juste ramené des armes sans propriétaire du jeu. Puis il demande s'il y a un problème. Cela énerve encore plus Michael. Richard surprend tout le monde en annonçant qu'il achètera le marteau, déconcertant encore plus Michael. Mais le chevalier d'or précise que s'il y a enchère, il peut aussi enchérir. Michael menace, disant que dès qu'il récupérera son marteau, il enverra son ami dans l'autre monde. Quelqu'un demande de se taire. Un homme en costume annonce un prix de départ de 10 millions, avec des enchères augmentant de 500 000. L'enchère commence. Dans une pièce privée, la femme lui demande s'il n'est pas un peu cruel. Sangook prétend ne pas comprendre. Jay s'interroge sur ses intentions. Veut-il les gouverner ou juste de l'argent? Sangook répond que tout ça n'est qu'un appât, ce qui intrigue la femme. Sangook dit qu'une fois l'appât lancé, il est temps de mordre. Jay est toujours confuse sur ses intentions pour la réunion. Les enchères montent à 31 millions. Richard propose 500 000 de plus, ce qui agace l'ancien propriétaire. Une nouvelle enchère arrive à 200 millions, cette fois de manuel. L'enchérisseur demande si quelqu'un veut enchérir, sinon il passe au prochain objet. Michael doit agir s'il veut récupérer son marteau, alors il enchérit 210 millions. L'enchérisseur demande d'autres enchères, mais tout le monde reste silencieux. La colère de Tamion se tourne vers Michael Buren. Enfin, il commence avec un nouvel objet, la bénédiction du soleil. Richard est choqué et regarde autour de lui, inquiet de savoir quel maître sera un traître. Michael, avec un sourire sarcastique, est prêt à sa revanche. Il commence par enchérir 200 millions, ce qui complique encore la situation pour le chevalier d'or. La nuit est déjà avancée et l'enchère est close. Richard marche tranquillement, profitant de la brise nocturne. Une voix derrière lui dit qu'ils ont des affaires inachevées. C'est Michael, visiblement en colère. Richard dit qu'il ne sait pas de quoi il parle. À cause du gars aux longs cheveux, il a aussi dépensé plus de 200 millions. Mais Michael rétorque que ce n'est pas ça qui compte. Il sort un poignard, furieux. Les deux se battent, provoquant des petites explosions. Le soleil demande si c'est ainsi que l'autre veut jouer. Michael lui demande combien de temps il pense pouvoir le manquer de respect. Impeccable, il déclare que ça s'arrête ce soir. Richard ne se retient pas non plus et frappe le blond avec son gant, l'envoyant voler loin. Michael a pris un coup solide, restant au sol comme un vieux chien. Richard rappelle au blond qu'il est de niveau supérieur dans l'autre monde. Dans le réel, c'est pareil. Richard, agacé, lui dit de se taire et charge avec sa lame, surprenant le chevalier d'or. Néanmoins, il évite le coup qui frappe le mur. Richard regarde ce qu'il a frôlé, réalisant que Michael ne rigole pas. Il prend son épée et déclare qu'aucun d'eux ne sortira vivant. Michael saisit aussi son marteau, acquiesçant à son ennemi. L'un lève son épée pour attaquer, tandis que l'autre brandit son marteau. Prêts à s'affronter jusqu'au bout, les rivaux se dévisagent dans le silence de la nuit, ne comprenant toujours pas qui a perdu. Aucun d'eux n'a été touché, laissant Richard et Michael confus. Il se plaint que le chevalier d'or ne frappe pas. L'autre dit que ce n'est pas vrai, puis il y a un problème avec la bénédiction du soleil.
Comme la colère de Thion, il réalise qu'aucune arme ne fonctionne. Sang-Huc les observe, souriant de son plan. Richard accuse le masqué de le savoir depuis le début et demande pourquoi il n'a pas été informé qu'il ne peut toujours pas utiliser la bénédiction du soleil. Sang-Huc répond qu'il ne lui a jamais dit d'acheter l'épée et que le chevalier d'or aurait dû vérifier ses points avant. Abandonnant, Richard demande ce qu'il doit faire pour utiliser l'épée. Le monarque veut qu'il le supplie, car il a entendu que les États-Unis ont des donjons difficiles à piller. Sang-Huc sourit et dit qu'il s'en occupera, impressionnant le chevalier. Richard dit que c'est au-delà de son contrôle. Il ne sait pas comment ça se passe en Corée, mais aux États-Unis, les zones de chasse et les donjons sont très sécurisés. Sang-Huc précise que c'est pourquoi il veut qu'il le supplie, au cas où ils auraient besoin de lui. Le monarque observe calmement, tandis que Richard trouve la situation compliquée. En quittant la chambre du masqué, il découvre que les autres maîtres l'attendent. Le chauve lui demande directement si le masqué a aussi parlé des zones et des donjons. Richard dit que le monarque a eu le meilleur de tous. Michael, toujours aussi explosif, crie, furieux d'avoir été trompé, qu'un des deux va mourir et qu'il n'y aura pas de compromis. Quelqu'un demande si le blond est idiot ou juste stupide, mettant fin à sa colère. Richard demande pourquoi il ne pense pas à un changement. Le chevalier d'or répond qu'il ne pourrait pas bloquer un coup avec une arme aussi pathétique, laissant Michael sans réponse. Richard leur dit de réfléchir à un pacte avec le diable. Les maîtres se taisent alors, pensifs. Sur le mont Hod et dans la province de Gangwon, plusieurs monstres hurlent en attaquant avec leurs armes. Ils se battent contre les squelettes, les déchirent facilement d'un seul coup. Fait cela à tous ceux qui s'approchent, un squelette tente même une attaque sournoise, prenant le grand monstre rouge par surprise, et finit par perdre sa tête. D'autres squelettes se précipitent, attaquant d'autres géants rouges. Pendant le combat, quelqu'un est en hauteur. C'est Suchan qui observe tout, disant que Huck apparaît à côté de lui et dit qu'il n'arrive pas à croire qu'il ait nettoyé ce chemin très dangereux tout seul. Le nécromancien demande juste ce qu'il attendait d'un joueur de son niveau, et le masqué rit, disant qu'il ne savait pas qu'il était si rapide à comprendre. Changeant de sujet, le gars à capuche demande pourquoi il a fait une demande aussi absurde. Que sont devenus ceux qui ont participé à l'enchère? Il pense que ce n'est plus le monde éternel, donc si tu es éliminé, c'est pour toujours. Huck demande jusqu'où il va. Sean conclut que les joueurs doivent devenir plus forts pour que moins d'entre eux meurent. Le monarque, en silence, dit avoir beaucoup de choses dans sa poche dimensionnelle, mais se demande combien de joueurs il peut équiper. Huck sait qu'il y a environ 100 millions de joueurs solo dans le monde éternel, donc il ne peut pas tous les équiper. Il se demande comment les aider autrement, mais conclut que les joueurs doivent devenir plus forts par eux-mêmes. Le nécromancien le fixe, pensant que Sean comprend, mais il ne pense pas que cela réponde à sa question. Huck doit être plus clair sur sa raison. Il se souvient de ce jour terrible où il perdait Sanmine et son frère a dit qu'il voulait l'accompagner jusqu'au bout. Il se souvient qu'Iceflower avait dit qu'elle achèterait du temps pour qu'il s'échappe. Ses coéquipiers croyaient qu'il pouvait vaincre le roi démon et refusaient de partir. Tous étaient prêts pour la fin. Huck continuait de combattre les monstres, cherchant de l'espoir, mais il découvrit sa guilde éliminée, ce qui l'attrista profondément. Puis, la voix de Baal lui annonce que les choses vont devenir amusantes. Il est impatient. Le roi démon sourit malicieusement, et le monarque le fixe avec colère. Huck a fait une demande absurde, expliquant qu'il ne veut pas perdre cette équipe. Suchan ne dit rien d'autre, comprenant enfin. Aux nouvelles, il parle du conquérant solo, et aussi de la guilde des mercenaires masqués qui a nettoyé le sanctuaire déchu. Il y avait d'autres succès, comme les terres masquées. Aux nouvelles, on dit que le monarque masqué a nettoyé 3 zones de chasse et des donjons impossibles, faisant de la Corée une puissance du jeu. Une réunion a lieu au groupe JW où le patron demande s'ils n'ont toujours pas contacté le monarque. L'homme crie, demandant s'il ne sait pas que tous les yeux sont rivés sur la Corée en ce moment, donc il offre n'importe quel montant pour l'attirer pour des photos. Huck profite du coucher de soleil sur une belle île. Il a ce même sourire que d'habitude. Le gars pense que c'est parfait pour la télé et se demande s'il devrait aller à cet endroit. Son téléphone sonne, c'est J. La femme demande comment ça fait d'être une star du monde, et Huck répond que s'il va perdre son temps, il va raccrocher. J rit de son manque d'envie de discuter et va droit au but, disant qu'elle a reçu un appel des États-Unis le félicitant pour le succès de son plan. Pendant ce temps, dans le désert de Las Vegas, on sent déjà que quelque chose ne va pas. Huck a été recommandé pour conquérir un donjon réputé impossible à piller. Tout semble calme là-bas jusqu'à ce que des missiles soient lancés dans cette direction, provoquant l'explosion de l'endroit. L'endroit est bombardé, de la fumée sort de l'arme de tir, et le lancement de missiles est terminé, demandant à confirmer la frappe et la diffusion se fait aussi. La réponse est non à la demande à
Chaque soldat est lourdement équipé et nombreux pour faire face à la situation. À travers le brouillard, des yeux rouges brillants apparaissent et des explosions surprennent les soldats. C'est une attaque ennemie, mais on leur ordonne de maintenir la formation. Quelque chose est attaqué dans le brouillard, les laissant dans l'incertitude. Le soldat essaie de voir à travers le brouillard. Un rugissement derrière lui le fige. Il se retourne et, sans perdre de temps, commence à tirer. C'est lui contre les créatures. À l'aéroport international MC-40, un avion vient d'atterrir. Dès l'ouverture de la porte, les passagers sortent. Richard l'accueille en disant que le joueur a eu ce qu'il voulait. Le chevalier d'or demande s'il doit le remercier, mais Sang-Uk l'ignore. Richard lui souhaite bonne chance. Il a confiance en l'homme masqué, tout comme le monarque. Dans la pièce, Richard rompt le silence en disant que la situation ne semble pas bonne. 5 guildes, dont Absolute, ont essayé de piller l'endroit pendant des années, sans succès. Et même si l'armée a récemment mené une attaque à grande échelle, cela a échoué. Sang-Uk comprend la situation. Richard dit que le gouvernement a donné son feu vert, mais il y a un hic. L'homme se retourne, irrité. Chan demande alors ce qu'il regarde. Pendant que Lilith a faim et demande de la glace, Richard est confus par ces deux-là. Il demande à l'homme masqué s'ils ne sont vraiment que 3. Sang-Uk explique que la guilde a beaucoup de travail à faire en Corée, disant qu'ils doivent aussi piller d'autres donjons. À bout de nerfs, Richard lui dit d'écouter, pensant que l'homme masqué n'a pas compris. Il explique que des centaines de personnes ont perdu la vie à cause du donjon, et ce ne sera pas aussi simple. Soudain, le gars à capuche attire son attention. Su-chan ne comprend pas bien ce dont il parle, mais il dit à l'homme de ne pas s'inquiéter, car ils ne vont pas échouer. Richard est un peu inquiet, mais ils poursuivent leur voyage. Dans le désert, un drone survole leur installation. L'endroit est rempli de reporters qui préparent leurs caméras. Bientôt, quelque chose attire leur attention. Le monarque masqué est enfin arrivé. Il tente d'interviewer le joueur pour savoir s'il est sûr de pouvoir piller le donjon. Sang-Uk, en hauteur, observe, mais il n'y a rien à voir, juste une brume de poussière. Ils vont affronter le grand labyrinthe, qui, malgré son nom simple, n'est pas considéré comme impossible à piller dans le monde réel ou éternel. Su-chan demande s'il ne l'a pas déjà fait. Sang-Uk explique que le grand labyrinthe modifie non seulement le chemin, mais aussi les monstres. Bien qu'il ait eu de la chance pour vaincre le boss, il n'a pas pu nettoyer tout le donjon. Ils reçoivent l'avis d'entrée. Sang-Uk les rassure, disant qu'il est à un niveau supérieur à l'époque. La voiture qui les a amenés est toujours là. Quelqu'un frappe à la vitre, et Richard l'ouvre, demandant ce qui se passe. Le commandant de la guilde absolue demande s'il n'y a vraiment que 3 personnes qui entrent. Richard confirme, disant que l'homme les a vus. Harry comprend que c'est le monarque masqué, mais il trouve ça ridicule. Plusieurs guildes et soldats n'ont pas trouvé l'entrée du grand labyrinthe, alors il demande comment 3 personnes vont y arriver. Le chevalier d'or reste silencieux, sans réponse. Richard doute qu'ils échouent, car il sait que le monarque masqué est le seul à avoir réussi toutes les missions dans le monde éternel. La brume s'épaissit, rendant la visibilité difficile. Su-chan demande comment savoir s'ils sont sur le bon chemin, mais Sang-Uk lui dit de rester vigilant, car c'est là que beaucoup se perdent et sont dévorés par des monstres. Lilith se plaint déjà d'avoir faim et demande de la glace. Le monarque promet d'en acheter après. Il promet d'acheter une dizaine de glaces. Lilith est ravie et lui demande de tenir sa promesse, sachant qu'elle n'est pas humaine. Su-chan s'interroge sur la présence d'un enfant, mais le monarque le rassure. Sang-Uk veut vérifier quelque chose. La brume enveloppe le labyrinthe, rendant la visibilité difficile. Le nécromancien pense être parti depuis 2 heures sans rien voir. Il demande s'ils sont enfin arrivés ou combien de temps il reste, mais il n'y a que de la brume. Désespéré, il appelle Sang-Uk. Su-chan le cherche partout, effrayé par la poussière. Il continue d'appeler le monarque. Inquiet, le nécromancien se demande quel bruit il a entendu et pourquoi le guerrier cramoisi ne répond pas. Quelque chose attire son attention. Su-chan finit par trouver Sang-Uk, mais il est encore plus terrifié. Le monarque masqué est gravement blessé. Su-chan demande ce qui s'est passé et qui lui a fait ça. Il appelle encore, espérant une réponse. Les yeux du monarque s'illuminent et une queue sort de l'armure. La pointe acérée se dirige vers les yeux du nécromancien. Avant qu'il ne se passe quoi que ce soit, une boule d'énergie frappe la créature. Le monarque et Lilith arrivent enfin. Sang-Uk lui rappelle de rester vigilant, expliquant qu'ils sont dans le labyrinthe sans savoir ce qui va se passer. Même Lilith le gronde, lui demandant d'être plus prudent. Ils avancent dans le labyrinthe et trouvent enfin quelque chose qui intéresse Sang-Uk. Su-chan demande si c'est ce qu'il cherchait. Le masqué dit que le plus dur, c'est de trouver l'entrée. Sang-Uk révèle que dans le monde éternel, il lui a fallu 2 à 3 semaines pour la trouver, seulement après un indice d'un PNJ du village voisin. Il allume la torche à flamme bleue et la tend au nécromancien, qui semble confus. Le monarque lui dit de continuer à marcher pour trouver d'autres lampes, précisant qu'il doit allumer seulement la 3e, la 4e et la 7e. Su-chan demande si cela leur permettra de voir l'entrée,
et Sang-Uk confirme que c'est simple. Le nécromancien s'interroge sur pourquoi c'est lui qui le fait. Et le monarque dit qu'il y a autre chose à faire. Sang-Uk avertit qu'il ne doit pas se laisser distraire et doit juste allumer les lampes. Sa façon de le dire inquiète le nécromancien. Puis, Sang-Uk part avec Lilith et trouve vite la lampe suivante. Suchan suit l'ordre, passant la deuxième lampe et atteignant enfin la troisième. Le nécromancien se rappelle que Sang-Uk a dit d'allumer celle-ci. Un bruit fort le surprend, et il grince des dents, curieux de savoir ce que c'était. Suchan, effrayé par le bruit, se rappelle l'avertissement de Sang-Uk de ne pas se distraire et d'allumer les lampes. Il se recentre sur sa mission et crie qu'il ne sait pas ce qui se passe, mais qu'il obéira au monarque. Le nécromancien court, mais des bruits étranges l'arrêtent. Suchan reprend sa course, plus vite, et atteint l'objet suivant. Il se dit qu'il doit y avoir une raison pour laquelle Sang-Uk lui a conseillé de ne pas se distraire, alors il se dépêche. Enfin, le capuché atteint la 7e lampe et se dépêche de l'allumer. Le travail est fait. Cela semble avoir fonctionné. Suchan remarque que le brouillard s'estompe, lui permettant de mieux voir l'endroit, et ce qu'il découvre le choque, une pyramide dorée. Il se demande si c'est le grand labyrinthe. Quelqu'un lui demande pourquoi il a mis si longtemps. Sang-Uk et Lilith se tiennent au-dessus des corps de monstres, faisant balbutier le capuché, émerveillé de vouloir savoir ce que c'est. Sang-Uk lui demande ce qu'il pensait faire. Le monarque dit que l'homme doit en profiter et se préparer, car il reste encore des créatures. Suchan est choqué et demande un peu de temps. De loin, on ne voit que des explosions. Quelque chose attend derrière la porte dorée. Sang-Uk est le premier à entrer, suivi des autres. Ils sont enfin dans le grand labyrinthe. Après avoir vaincu tous les monstres dehors, ils montent l'escalier en colimaçon. Suchan remarque que c'est étonnamment calme, mais Sang-Uk lui demande d'être prudent. Attention, il y a plein de pièges. Il avoue ne pas tous les avoir identifiés, donc il prévient qu'ils surgissent de nulle part et qu'il faut rester vigilant. Suchan dit qu'il s'y attend. Le nécromancien pense que ce ne sont que des pièges de jeux vidéo et se demande à quel point ils peuvent être difficiles. Derrière lui, des flèches volent, mais le capuché esquive avant d'être touché, donc il a sa réponse. Sang-Uk lui dit de faire attention, et il répond qu'il peut gérer. Un autre piège se déclenche, frôlant sa tête. Sang-Uk dit qu'il vient de faire un bruit drôle et qu'il n'a jamais vu quelqu'un crier comme ça. Suchan déclenche sans cesse des pièges, un pire que l'autre, mais il s'en sort. Cela complique encore sa situation. Suchan est irrité par tant de pièges. Il reprend tout ce qu'il a dit. Le nécromancien dit qu'il n'attend rien de cela et demande s'il va s'en sortir vivant. Une autre porte s'ouvre. Pour l'instant, ils doivent en choisir une. Sang-Uk affirme que le labyrinthe de la chambre de pierre est la partie la plus facile du grand labyrinthe. Le monarque explique que pour attaquer, ils doivent suivre quelques règles simples, choisir l'une des deux portes en 30 essais. S'ils ne trouvent pas la sortie, ils devront recommencer. Suchan réalise qu'ils doivent sortir rapidement, puis il s'inquiète. Il y a plein de monstres là-dedans. Sang-Uk dit que s'ils choisissent la mauvaise porte, ils devront se battre. Suchan pense que ses enfants peuvent gérer. Une traînée magenta passe. Lilith fonce vers les monstres, esquivant leurs attaques facilement. La petite princesse glisse entre les créatures irritées. Suchan demande ce que fait la fille, et le monarque lui dit de retenir son souffle. S'il ne veut pas s'embarrasser et laisser le capuché confus, Lilith continue de se faufiler entre les monstres, s'amusant de leur lenteur. Elle tourne autour d'eux, laissant une traînée de lumière. Les créatures, confuses, ne voient qu'un éclat. L'une d'elles tombe au sol, suivie des autres. Suchan observe et dit qu'il se doutait que ses cornes sur sa tête étaient réelles. Puis il demande au monarque si elle est une sorcière chevalier. Le nécromancien se demande comment il a réussi à en amener une, car c'est difficile. Sang-Uk a amené Lilith pour vérifier deux choses. Son pouvoir sur les monstres et la faire grandir avec le fluide vital des créatures vaincues. Lilith a vaincu tous les monstres et se plaint que tout est fini trop vite. La princesse demande si elle aura de la glace. Sang-Uk, pensif, sait que ses pouvoirs fonctionnent sur les monstres, mais il doit attendre pour voir si elle grandira. D'autres monstres, encore plus féroces, apparaissent. Suchan ordonne à ses enfants de s'amuser. Les Tados affrontent les orques. Sang-Uk observe la bataille. L'invasion du grand labyrinthe se passe sans souci. Lilith s'amuse à tout déclencher. Suchan a pris le commandement de son armée de squelettes, ce qui leur a permis de vaincre tous les monstres. Le trio poursuit sa mission, s'enfonçant dans le grand labyrinthe. Suchan demande si c'est ici, l'endroit où se trouve le boss Shakiri aux yeux rouges. Sang-Uk répond qu'il apparaîtra en brisant le cristal. Le nécromancien demande s'il est plus fort que lui. Le masqué répond que, s'il a de la chance, l'homme pourrait le battre. Suchan dit que ça ne lui dit rien. Même si le monarque confirme, Sang-Uk précise que la créature est un boss d'attaque. Le nécromancien demande s'il l'a vaincu seul, et le monarque confirme. Suchan dit qu'il est son ami, mais qu'il se vante.
Ils demandent s'ils peuvent commencer, mais Sang-Uk le surprend en lui demandant de rester en dehors, car il veut affronter le boss seul. Mais le monarque a une autre demande pour l'homme, ce qui intrigue Suchan. Les gens se déplacent avec leur téléphone, et soudain, ils reçoivent une info qui leur fait écarquiller les yeux. Comme d'habitude, les nouvelles se répandent, impressionnant tout le monde. FR. À l'école, un élève crie qu'ils n'en croiront pas leurs yeux et leur dit de vérifier Xtube. Tout le monde sort son téléphone. La vidéo qui a secoué le monde montre le combat entre le monarque masqué et le Shakiri aux yeux rouges. Ils n'en reviennent pas sans Luke s'approche du cristal. FR. L'objet flotte entre les pointes de petites pyramides. Il est enfin proche. Sans attendre, il vise. Quand ça casse, une fumée de la même couleur s'échappe. Le monarque attend le résultat de son acte. Une voix terrifiante demande qui ose troubler son sommeil. FR. La créature se révèle, menaçant de payer de sa vie pour ses actes. En sortant quelque chose de sa poche dimensionnelle, Sang-Uk évoque la vieille réplique de la créature. Le sceau est un sort de téléportation vers un lieu choisi. FR. Avec des yeux brillants, le monarque explique qu'il était piégé. Il va donc sortir le boss pour prendre l'air. Tous sont enveloppés d'une aura et, en un instant, ils sont téléportés ailleurs, laissant le donjon vide. FR. La vidéo circule sur Internet, un live du monarque masqué contre le Shakiri aux yeux rouges. Évidemment, personne ne veut rater ce duel. Sur le terrain, les deux se défient du regard. Le boss semble confus et fixe furieusement le duo. FR. Suchan gère le live et pense qu'à l'extérieur, la réception sera bonne. Il se demande quand l'autre a eu le temps d'y penser. Quoi qu'il en soit, le grand annonce la fin du monarque, ses yeux brillent, et il tire un laser que le joueur esquive facilement. FR. Sang-Uk prend de l'élan pour attaquer. Il connaît le schéma d'attaque simple de la première phase du Shakiri aux yeux rouges. La créature tire des rayons, et Sang-Uk évite les orbes lumineuses pour s'approcher au corps à corps. FR. Bientôt, le monarque touche le boss, mais le monstre a un bouclier solide qui résiste à plus de 10 attaques des joueurs de haut rang. Sang-Uk comprend qu'il faut un objet pour utiliser le sort de téléportation 10 fois. FR. Mais à ce qu'il sait, ça n'existe pas. Pourtant, il a sa méthode. Quand le bouclier casse, la deuxième phase commence. Une explosion survient alors que la créature se transforme. Peu à peu, le monstre apparaît et crie « Tremblez et craignez vos imbéciles ». FR. Le centaure Shakiri a 3 schémas d'attaque. Le premier frappe le sol avec ses lourds sabots, causant destruction, peur et étourdissement. Faites attention. Puis commence le deuxième schéma d'attaque, appelé zone d'effet, où il brandit ses épées et tranche tout sur son passage. Enfin, pour le troisième, il faut juste courir. Sang-Uk esquive rapidement avant de recevoir un coup de tête du monstre. Shakiri sera étourdi 5 secondes. Sang-Uk dit qu'il est sûr que tout le monde sait quoi faire. Puis il saute, tenant son épée pour l'attaque, le monarque vise le boss et tire une rafale sur la créature, lui faisant perdre la tête. À cause de l'énorme explosion, Sang-Uk est projeté en arrière, s'arrêtant à quelques mètres. La fumée se dissipe. Le monstre a disparu, ne laissant que l'épée de Shakiri. Sang-Uk est satisfait, l'attaque est terminée. Tous ceux qui regardent le stream sont choqués, n'arrivant pas à croire ce qui vient de se passer. Richard regarde aussi le stream. Il se demande comment le gars masqué a pu battre Shakiri si facilement. Harry commente qu'il savait que le joueur était fort, mais pas à ce point. Le commandant veut comprendre pourquoi le gars masqué a fait un live. Richard explique que le grand labyrinthe se réinitialise en un nouveau donjon, même après nettoyage. Donc, Shakiri n'est pas parti pour toujours et peut être combattu à nouveau. Harry veut plus de détails. Puis, le téléphone de la nuit dorée sonne. À l'autre bout, on annonce que l'homme-poisson est apparu, laissant Richard secoué, croyant que le royaume sous-marin de NS se matérialise. Harry veut comprendre. Richard parle du royaume sous-marin de NS, du royaume souterrain de Laaki et de l'île céleste de Brahem. Il demande à Harry ce qui se passera si tous ces donjons apparaissent. Mais le commandant dit que c'est impossible. Harry reste silencieux. La nuit affirme qu'une chose est certaine, le monarque ne pourra pas tout faire seul. Il conclut que le gars masqué veut dire aux joueurs qu'ils doivent s'unir pour devenir plus forts. Sur l'écran du téléphone, on voit le monstre le plus moche. Cela a été envoyé au téléphone de Sang-Uk. Sang-Min arrive et demande ce que c'est. Un monstre qu'il n'a jamais vu. Sang-Uk explique que des créatures sont apparues dans le monde éternel après sa mort, à cause d'un psychopathe qui croisait humains et monstres pour créer des hybrides. L'enfant s'intéresse aux races mixtes. Sang-Min ne peut pas exprimer ses pensées, mais son frère confirme qu'il a raison. Sang-Uk avait oublié que le responsable était revenu dans le monde réel, Edgar Gonzalez. Le village près de la montagne semble paisible, mais il regorge de monstres. Sang-Uk est aussi dans le coin. Lors d'une réunion, il décide de stopper le Mexicain immédiatement, car il attaque plusieurs villages par mois. Michael crie que le gars utilise des joueurs comme sujet d'essai, un vrai problème.
Il dit qu'ils doivent se dépêcher et mettre une prime pour attraper Gonzalez. Le monarque se souvient du passé, quand l'emplacement de la traversée a été trouvé. Sang-Yuk demande où c'est, mais la femme dit que ce genre d'info est cher. Avec un sourire, j'ai dit qu'il peut lui faire un rabais cette fois. Sang-Yuk paie juste avec une attaque, projetant la personne au sol, révélant qu'il n'est pas jet. L'homme pensait avoir trouvé l'endroit parfait pour se cacher, mais réalise que personne ne peut échapper au monarque, ce qui est dommage. Il sourit et dit qu'il veut l'utiliser comme sujet d'expérience. Saisissant son épée, Sang-Yuk déclare qu'il doit être effacé du monde. Le monarque semble pensif. La femme annonce son arrivée en disant qu'il est arrivé tôt. Je demande comment la photo s'est révélée, et s'il a bien l'air, mais Sang-Yuk va droit au but, demandant si elle sait où se trouve l'homme, et elle dit qu'ils enquêtent encore. La blonde dit que depuis que le premier hybride a été trouvé au Japon, elle suppose qu'il est là. Le monarque paraît pensif. Il demande à parler à Hasegawa Ryota au téléphone. À Tokyo, le maître reçoit un appel de la chambre de commerce noire. Un membre de la guilde de l'épée fantôme regarde l'écran et répond. Sang-Yuk va droit au but, demandant s'il connaît Edgar Gonzalez. Reconnaissant la voix, Ryota demande si c'est le monarque, mais l'homme masqué ne veut pas discuter et demande s'il savait que le gars est au Japon. Sang-Yuk dit qu'il n'a pas beaucoup de temps et demande à nouveau s'il savait cela. N'ayant pas vraiment le choix, Ryota n'y connaître. Avant de raccrocher, le monarque annonce qu'il va rendre visite à l'homme. Ryota est sans voix. Pendant ce temps, je demande si l'homme masqué va vraiment au Japon, ce qu'il confirme. Sang-Yuk dit qu'il a quelques affaires à régler. Comme il l'a dit, son voyage est à Tokyo, au Japon. Le monarque visite un établissement. Sang-Yuk dit à Kurihara Ayan qu'ils ne se sont pas vus depuis un moment. Dans le monde éternel, de nombreux tatoueurs peuvent infuser des pouvoirs spéciaux dans leurs tatouages. En général, ils utilisent de l'encre magique pour dessiner, mais Ayan utilise du fluide de monstre, ce qui rend ses tatouages uniques. La femme demande ce que veut le monarque masqué, mais il répond qu'elle sait déjà. Sang-Yuk lui demande pourquoi elle ne veut pas rejoindre sa guilde. Ayan dit qu'elle est honorée par l'offre du maître, et le monarque lui demande de dire ce qu'elle veut, car il obtiendra. Elle trouve cela tentant, mais elle a besoin de plusieurs ingrédients et, étant japonaise, le public ne sera pas content de la voir dans la guilde. Sang-Yuk demande si elle le rejette. Elle répond qu'elle ne sait pas, qu'il lui demande de trahir son pays, et lui demande de faire une offre plus attrayante. Sang-Yuk propose alors une idée encore meilleure, qu'Ayan attend avec impatience. Le monarque propose le fluide du démon roi Bai, et c'est tout ce qu'elle demande. Les gens marchent dans la ville, indifférents à ce qui les entoure, mais un écran étrange les arrête. Soudain, des monstres de sang mélangé apparaissent, semant le chaos, tandis que Ryota reste immobile. Il observe la situation, et bientôt les créatures apparaissent. Ryota esquive le rayon tiré et évite d'être attrapé. Le monstre attaque avec ses avant-bras, mais Ryota recule plusieurs fois pour s'éloigner. Puis il surprend la créature avec des coups rapides d'épée. Le monstre est découpé en morceaux. Ryota défait facilement le sang mêlé. Gonzalez, depuis un bâtiment, observe le chaos causé par ces monstres. Il sourit, content de voir le sabreur fantôme prêt à s'amuser. C'est une belle journée au Japon. Dehors, la maison est gardée par des agents de sécurité, tous en alerte. La porte s'ouvre aussitôt. Ryota Medite. Il ouvre les yeux, salue son invité en disant que Huck est là, comme au téléphone. L'homme masqué le fixe et dit que c'est leur première rencontre. Du thé est servi. Ryota souffle sur la vapeur de sa boisson chaude. Puis il regarde devant lui, voyant que le monarque le fixe toujours. Ryota demande s'il n'aime pas le thé, ce qui est dommage car il a préparé un excellent lot. Sang-Yuk va droit au but et demande s'il a enquêté sur l'interbreeder. Ryota reste silencieux un moment. Puis il répond qu'il cherche toujours. Le monarque dit que Gonzalez est quelque part dans son pays, mais l'homme lui avoue ne pas l'avoir trouvé. Il se dit déçu par la guilde de la forêt de l'épée fantôme. Ryota s'excuse et précise qu'il n'a pas le soutien total de la chambre de commerce noire comme lui. Donc, Sang-Yuk n'a d'autre choix que de l'aider. Il explique que les monstres des donjons ont un mana unique de la dimension yin, mais que celle-ci peut devenir trop pleine et exploser, ce qu'ils appellent l'overflow. Ryota comprend que ce n'est pas bon. Puis il demande pourquoi le gars masqué lui dit ça. Sang-Yuk répond qu'un donjon impossible à piller est apparu près du palais de l'empereur. Impressionné, l'homme demande s'il parle du terrain de jeu du cœur. Sang-Yuk lui donne 3 jours pour ramener l'interbreeder. Et s'il échoue, le gars masqué dit qu'il laissera son imagination faire le reste, ce qui rend Ryota nerveux. Une fête a lieu en ville, une cérémonie de prix. Le vieil homme savoure le moment. Puis, quelqu'un appelle le congressiste pour le féliciter du prix de législateur exceptionnel. Le vieil homme le remercie et dit que, puisque c'était un prix du peuple, il travaillera encore plus dur pour le pays. Son garde du corps l'appelle pour lui dire qu'il est temps pour la prochaine réunion. Il quitte la fête et se dirige vers le parking. Quelque chose attire l'attention. Dans la voiture, on lui annonce que le monarque masqué est dans le pays.
L'arrivée du gars masqué était déjà prévue par le congressiste. Ryota dit qu'il doit se débarrasser de l'interbreeder, sinon le monarque pourrait provoquer un overflow. Le congressiste remarque qu'il semble inquiet pour le joueur. Il ne pense pas que l'autre soit capable de provoquer un overflow et qu'il n'est pas nécessaire de céder aux exigences du masqué. Mais Ryota, inquiet, dit que s'il ne s'en débarrasse pas, il le fera. Le congressiste ne semble pas inquiet et demande s'il a oublié la raison de la réunion. L'homme dit que le Japon est trop vieux pour affronter la réalité et entamer cette nouvelle génération. Il ajoute qu'à une époque où une épée attire l'attention, combien de temps doivent-ils continuer à mal agir pour protéger les gens? Fr. Mais Ryota dit que l'interbreeder n'est pas la solution et qu'il y a d'autres moyens. Il demande s'il n'a pas dit qu'il voulait surpasser le monarque masqué. Le congressiste répond que l'interbreeder lui a dit qu'il s'occuperait du gars masqué, donc pas de souci. Fr. C'est pourquoi il demande au maître de guilde de ne pas s'inquiéter. Avec un sourire, le congressiste dit qu'en montant dans le classement, il assurera son avenir et exige que le joueur fasse son travail. Ryota n'a rien d'autre à dire. Leur voyage se poursuit et le délai de 3 jours touche à sa fin. Fr. Plusieurs gardes protègent les résidents, prêts à défendre leur maître, en grand nombre et dispersés sur le terrain. Ryota est là parmi eux. L'homme semble inquiet. Il se souvient de la conversation avec le vieil homme lui disant que tout ira en leur faveur. Fr. Le congressiste a dit que si un overflow survenait, il pourrait blâmer le monarque. Il demande à Ryota de rester près du palais pour protéger l'empereur. Ryota s'inquiète pour les gens, mais le vieil homme lui dit de les oublier. Plus il y a de victimes, plus la punition pour le monarque masqué sera. Fr. Cela ne plaît pas aux joueurs. Son téléphone sonne. Ryota sursaute et prend l'appareil. Un numéro inconnu l'intrigue encore plus. Il choisit de ne pas répondre. Le téléphone finit par s'arrêter. Fr. Ryota observe la structure étrange, très différente des bâtiments voisins. Soudain, tout tremble. Il comprend que cela vient du gars masqué. Les créatures fuient, provoquant des secousses. Ce sont de grands animaux terrifiants. Fr. Les chimères ont 3 têtes. Lion, serpent et chèvre, et des ailes, ce qui les rend encore plus terrifiantes. Yug et Ina regardent tout depuis le bâtiment. Le tatoueur demande s'il en est sûr, car cela va provoquer une tempête. Fr. Le monarque masqué dit qu'il les a prévenus, mais qu'ils ont ignoré son avertissement, affirmant que tout le monde devra en payer le prix. L'overflow est simple. C'est quand le mana des monstres est saturé, d'où la nécessité de nettoyer les donjons plusieurs fois. Fr. En comprenant le fonctionnement, un joueur peut provoquer un overflow artificiellement. Par exemple, en dessinant un tatouage de Manabuse sur la sorcière de la nuit, comme l'a fait Ina, cela a eu un effet immédiat sur Lilith, déclenchant une explosion dans le donjon. Fr. Les gens près du lieu ont vu le moment où cela s'est produit, effrayés, paniquant immédiatement à cause des monstres, une explosion de plusieurs chimères ailées, ce qui peut provoquer un overflow même s'il n'y a pas assez de monstres. Les gens crient et commencent à fuir les créatures. Fr. De loin, Ryota observe le bâtiment. Les gens courent autour de lui, effrayés. Il comprend la cause. À ce moment, il reçoit un appel du congressiste. Moriatsu Yasuhito annonce joyeusement qu'un overflow s'est produit comme prévu par le maître. Fr. Il demande comment ça va en ville, et Ryota parle des gens. Mais le vieil homme s'en moque, car les victimes lui rapporteront. Moriatsu Yasuhito lui dit de voir ça comme un sacrifice pour leur avenir. Ryota n'apprécie pas. Pendant ce temps, des explosions retentissent dans les bâtiments. Fr. Les gens courent désespérément pour sauver leur vie, certains poussant les autres dans la panique. Une femme tombe au sol sans avoir le temps de se relever, un monstre étant déjà derrière elle. Elle crie, mais sa fin n'arrive pas. Une voix dit qu'ils s'en occuperont. Fr. Ryota ordonne de protéger les citoyens. La guilde est prête à abattre les monstres avec leurs épées. Malgré leur nombre, ils attaquent une tête à la fois. Fr. Une créature tente de surprendre Ryota, mais le guerrier est plus rapide. Il pourrait l'éliminer d'un regard, mais son téléphone sonne à nouveau. C'est le monarque masqué. Fr. Ryota répond qu'ils ont déjà fini leur conversation, mais Sunkuk le surprend en lui offrant une autre chance. Pour cela, le guerrier doit indiquer où se trouve l'interprète. Les monstres tentent de l'attaquer par derrière, mais Ryota, attentif, les défait facilement. Fr. Il dit qu'il enverra l'emplacement par texto, mais Sunkuk veut une chose de plus, et il suggère au guerrier de couper les liens avec la personne derrière tout cela. Un de ses hommes l'appelle, quelque chose ne va pas avec les chimères, et elle retourne au donjon, laissant tout le monde surpris. Fr. Pendant ce temps, Sunkuk a d'autres choses à faire et compte sur l'aide d'Yan. La femme admire le manteau d'invisibilité et il lui dit qu'il en a d'autres, ce qui la ravit. Fr. La tatoueuse comprend pourquoi il est venu. Après avoir utilisé le chevalier pour endormir les chimères, il a besoin d'elle pour dessiner un tatouage qui fera croire que c'est le masqué qui a créé l'overflow. Fr. Sunkuk dit qu'il pourrait en créer un, mais il ne veut pas blesser des innocents. Yan avoue qu'elle ne savait pas qu'il avait un tel sens de la justice. Elle demande ce qu'il entend par la... Fr.
Sun Kuk sait tout ce qui se passe concernant l'implication de la guilde avec le congressiste, car la réunion entre les deux était surveillée et tout photographié, donc il sait que Ryota travaille avec un homme puissant. Fr. J'ai demandé à Sun Kuk ce qu'il compte faire et l'avertit que cela pourrait devenir un problème international s'il n'est pas prudent. Sun Kuk réfléchit et décide de laisser le Japon gérer son propre problème. Alors que les souvenirs s'estompent, il revient à la réalité. Fr. Le monarque répond à Yan que ce n'est rien qu'elles doivent savoir. Le village est vide, avec les lumières allumées, les gens étant chez eux. Le laboratoire du scientifique fou est à proximité, où il crée ses monstres hybrides. Gonzalez travaille sur un projet quand quelque chose attire son attention. Fr. Il se retourne et dit que cela fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus, et qu'il est ravi de cette réunion. Le monarque masqué a une lueur furieuse dans les yeux. Sun Kuk fixe le scientifique fou. Fr. Le monarque dit qu'ils sont dans le monde réel et demande pourquoi l'homme n'a pas choisi une vie tranquille. Il répond qu'il a essayé, mais que ça n'a pas fonctionné. Gonzalez les invite à voir ses chefs d'œuvre. Sun Kuk dit que l'homme est toujours fou et, en dégainant son épée, déclare qu'il ne se sentira pas coupable de s'en débarrasser. Fr. Gonzalez n'est pas content de sa réponse. Le scientifique prend calmement un cigare et l'allume malgré la menace du masqué. Gonzalez fait comme si de rien n'était. Enfin, il exprime son regret de ne pas pouvoir laisser plus de son travail. Fr. Il dit au masqué de ne pas être déçu. Avec l'arme pointée, Gonzalez le rassure, une autre version de lui prendre à sa place. Le monarque masqué tente de l'en empêcher, mais le scientifique fou s'en moque. Fr. Avant qu'il ne soit arrêté, il tire, choquant les deux. Sun Kuk est furieux. La nouvelle a déjà circulé sur l'Overflow au Hades Playground d'un donjon imprenable à Tokyo, et il est aussi rapporté qu'aucune victime n'a été enregistrée. Fr. Tout semble calme autour de la maison, mais le liquide rouge sur le sol est un signe que quelque chose ne va pas. Moriatsu Yasuhito s'effondre au sol, ayant fait son passage vers l'autre monde. La nouvelle de la mort du congressiste est déjà étalée dans les journaux. Fr. Ryota lit les dernières nouvelles et sourit en découvrant l'information. De retour en Corée, Sun Kuk arrive à l'aéroport et cherche jusqu'à trouver G qui l'attend. La femme lui fait signe. Fr. Elle lui parle de la mort du congressiste. J'ai dit qu'on a rapporté qu'il a fait son propre passage, mais elle n'y croit pas. Fr. Pendant que le masqué dit que c'est une punition pour ses péchés, Sun Kuk dit que Gonzalez a dit quelque chose de bizarre avant de mourir, que le fou parlait d'une nouvelle version de lui prenant sa place et demande si elle en sait quelque chose. J'ai n'en est pas sûr. Fr. Malgré tout, Sun Kuk lui demande de retrouver le scientifique, promettant de payer ce qu'elle veut. Elle accepte, sentant que ce n'est pas la seule raison de son appel. Puis, le monarque révèle qu'il cherche quelqu'un. Elle répond que c'est facile et veut savoir qui. Fr. Sun Kuk cherche l'alchimiste fou. Les rues de Hong Kong sont calmes, mais dans une ruelle, un produit illégal fait à partir d'un monstre est en vente. Le vendeur dit qu'il booste les capacités sans effet secondaire. Fr. Il propose même à l'acheteur de l'essayer s'il ne lui fait pas confiance. Puis Sun Kuk demande pourquoi l'homme ne lui en vend pas. Le vendeur, effrayé, attrape quelque chose dans son sac et se plaint. Il était si proche qu'il lance une bombe fumigène, ce qui agace le monarque masqué. Et le vendeur disparaît, s'enfuyant en pensant que Sun Kuk est un flic, sans savoir d'où il vient. Le vendeur dit que l'homme a l'air coréen, et Sun Kuk apparaît derrière lui pour le confirmer. Cela le fait fuir encore plus désespérément. Sun Kuk lui demande de se calmer et s'il ne le reconnaît pas, mais il panique et ne veut pas qu'il s'approche. Le vendeur voit des boîtes avec des bouteilles et les lance toutes sur Sun Kuk. Mais le monarque esquive facilement, sauf une potion qui se brise au sol, libérant de la fumée. L'homme ne voulait pas tuer Sun Kuk, mais le monarque lui dit de ne pas s'inquiéter, il est vivant. En panique, le vendeur demande qui il est et ce qu'il veut. Sun Kuk demande encore s'il ne le reconnaît pas sans le masque, puis il remet le masque sur son visage et demande une fois de plus. Le monarque masqué salue l'alchimiste fou. Le vendeur, stupéfait, réalise enfin qui est l'homme devant lui. Sur un navire, les militaires observent une île qu'ils ne se rappellent pas avoir vue. Le capitaine ordonne de contacter la salle de situation. D'un ton désespéré, quelqu'un l'avertit que l'île bouge. Les 200 carottes bleues sont remises. Sun Kuk demande s'il peut faire 200 potions en une journée, ce qui choque l'homme. Compétence en alchimie augmentée de 100, puis atteint 3 scènes en travaillant. Sun Kuk dit qu'il a besoin de la potion à peau de fer et demande les ingrédients. Sa compétence d'alchimiste atteint 5 scènes. Puis, d'autres commandes arrivent, dont une potion de terre. Puis celle de pouvoir corrompu, un homme demande une potion de recharge avec des ingrédients pour l'attaque féroce. Il atteint le niveau max et devient alchimiste fou. L'alchimiste dit qu'il a été son esclave 3 ans. Il dit aussi qu'il n'a pas pu dormir ni manger, seulement travailler sur l'alchimie chaque jour, et demande au masqué
À cause du bruit, l'hôtesse leur demande de se calmer. Le reste du voyage se passe bien. L'alchimiste précise que s'il n'est pas bien payé, il repartira. Sun Kuk lui dit de ne pas s'inquiéter. En marchant, quelqu'un appelle le masqué. Semin, attendant son arrivée. Sun Kuk présente Michael Chang à son frère comme il a dit. Le gamin, impressionné, dit avoir beaucoup entendu parler de lui et ne peut croire qu'il fasse 100 potions par jour. L'alchimiste ajoute que c'est grâce à quelqu'un. Changeant de sujet, Min demande à son frère s'il a vu les nouvelles. Le gamin est surpris qu'il ne soit pas au courant. Les nouvelles annoncent que plusieurs joueurs se rassemblent. Ils ont entendu que dans le jeu, l'île est soudainement apparue au milieu du Pacifique, sans que personne ne connaisse la date exacte. Les joueurs l'appellent le début du festival. Sun Kuk se demande si c'est l'île mystérieuse, qui apparaît une fois par décennie. Et si elle apparaît, elle disparaîtra après 30 jours. Tout l'endroit est un donjon où les joueurs gagnent des points pendant l'événement. Ces points servent à acheter des objets légendaires auprès des marchands. C'est un événement incontournable pour les joueurs du monde éternel. C'est pourquoi tout le monde s'est précipité là-bas. Les joueurs n'arrivent pas à croire que l'île mystérieuse est vraiment apparue dans le monde réel. L'un d'eux demande si cela pourrait aussi arriver avec le château magique. Manuel n'est pas sûr, mais il pense que c'est possible. Les gens sont très excités. Yann dit que c'est un festival éternel. La sorcière rouge lui demande s'il a choisi un donjon à envahir. Il préfère d'abord profiter du lieu. Je lui conseille de prendre ça au sérieux. L'homme ajoute qu'elle a déjà décidé. La sorcière confirme qu'ils vivent dans un monde où le pouvoir compte. Sur l'île mystérieuse, tout tourne autour d'une grande bataille. Les gens se rassemblent dans l'arène, excités par le combat. Un joueur affronte des monstres, avec un grand écran affichant le chronomètre. Il ne reste que 2 secondes avant la fin. Ça ne prend pas longtemps. À la fin du 4e round, il a 340 points. Certains gamins sont déçus que Red Claw n'ait duré que ça. On leur dit de se calmer. En se retournant, ils font face à Lua, qui se plaint de ne pas pouvoir se concentrer. Bien qu'elle soit jolie, elle les effraie. Ils reconnaissent vite la maîtresse de guilde des 9 dragons, qui a duré 23 rounds. Un des gamins remarque quelque chose. Puis il dit que son record va être battu, car c'est le tour du chevalier du soleil. L'homme a toujours un regard sérieux. Un souvenir d'un combat dans le monde éternel revient. Richard Paulson est bien amoché. Au sol, son partenaire, sa vie emportée, il est devenu plus fort. Dès le début du round, le monstre rugit en chargeant. Mais d'un coup, Richard le fend en deux. Il scrute les environs à la recherche d'autres ennemis, abattant facilement les monstres qui l'attaquent. L'un tente même de le surprendre par derrière. D'un tour, il frappe le gros rouge. D'autres orques arrivent avec leurs armes, mais ils ratent tout. Le chevalier fait un grand saut, prenant de l'élan, puis utilise son coup de lame du soleil. Touchant le cercle de monstres, tous sont éliminés, finissant le premier round. La porte s'ouvre et d'autres monstres sortent pour le round 2. Richard Paulson les attend, prêt à les écraser. Il se souvient que le monarque masqué a le record de 29 rounds et il compte le battre. Au round 3, il ne montre aucune pitié, atteignant 8, puis choquant tout le monde en atteignant le round 15. Toujours plein d'énergie, il atteint 21. La foule acclame, sauf Lua, qui n'est pas ravie que son record soit bientôt battu. Elle pense que le gars a visiblement compris le monarque masqué. Richard utilise la bénédiction du soleil. Le round 28 se termine et il est essoufflé. Il reste 10 minutes avant la fin. Les garçons sont surpris qu'il soit au round 29, prêt à battre le record du monarque. Ils voient un chevalier entrer et ont l'impression de le connaître. Une voix s'élève derrière le garçon et explique que c'est le capitaine des chevaliers saints de l'ordre du Grand Dieu. L'homme dit aussi qu'il est au sommet, au-dessus des chevaliers saints des 13 ordres de Rosilia, connu comme l'exécuteur sacré Adilio. Il dit être le plus fort de l'île, que même le monarque masqué ne l'a pas vaincu. Richard fait face à Adilio. Épuisé par les combats précédents, le chevalier doré sort un flacon de liquide rouge de sa poche et le boit immédiatement. Cela fait effet sur lui et il est entouré d'une intense aura dorée. Richard est de nouveau en forme de combat. Avant qu'il ne puisse réagir, le saint se précipite sur lui, forçant le chevalier à se défendre. Adilio est trop fort. Richard est projeté en arrière par l'impact, mais il utilise sa force pour se stopper. Adilio surprend Richard en apparaissant derrière lui. L'épée de l'exécuteur est à quelques centimètres de son cou, choquant la foule. L'exécuteur sacré vérifie la situation, mais est finalement surpris. Richard peine à se défendre avec son épée, mais reste ferme en défense. Parvenant à esquiver, Adilio utilise son bouclier pour se défendre. Tous regardent le combat. Le blond observe. Michael, inquiet, voit que l'exécuteur sacré est très fort. Richard peine à éviter les coups. Il cherche un autre objet dans
Richard sait qu'il baisse sa garde avant de frapper. Il n'a qu'une chance et fera tout pour surpasser le monarque masqué. Les deux s'affrontent à nouveau, provoquant une énorme explosion de sable qui touche les gens. Malgré tout, Michael reste attentif. Tout comme Lua, qui ne semble pas affecté par la fumée, Richard est debout. Essoufflé et fatigué, il reste pourtant sur ses jambes. Quelque chose ne va pas. Ses yeux se ferment, puis le chevalier s'effondre. Mais son ennemi n'est pas vaincu. L'exécuteur sacré est toujours en vie. Le joueur ne peut pas continuer le défi, donc le round 29 échoue. Les garçons ne comprennent pas et n'arrivent pas à croire qu'il s'est évanoui. Ils pensent que son corps n'a pas supporté le rouleau après une pleine dose d'une substance. C'est dommage, il était presque arrivé. Les médecins l'emmènent et le champ est nettoyé. Maintenant, c'est le tour du monarque masqué, ce qui effraie la foule, qui se demande si c'est réel. Quoi qu'il en soit, le prochain combat va commencer. Personne ne s'y attendait. Bientôt, le round 1 commence. Ceux qui ne regardent pas profitent de la foire. Ayane fait partie de ces gens. Soudain, quelqu'un lui demande si elle va acheter quelque chose. C'est Sangmin, le sabreur du crépuscule, et elle est surprise qu'il parle japonais. Il explique que son frère lui a donné ce nom pour cacher son identité et qu'il a étudié le japonais. Ayane demande où sont les autres. Il explique qu'il gagne des points. Yang So-chan et Butcher sont dans le donjon de lave, et Michael Chang a dit qu'il allait au casino. Ayane remarque que tout le monde s'amuse, et le garçon ajoute que chacun veut profiter de l'île mystérieuse. Après tout, avec des points, on peut profiter de la chance limitée d'obtenir des objets rares, et elle est d'accord. Sangmin demande si elle veut un objet, mais elle dit qu'elle n'est pas une joueuse qui attaque, et puisque le monarque a ce qu'il lui faut, elle va juste s'amuser. Puis le sabreur du crépuscule l'invite à voir le grand combat à ses côtés. Ayane demande s'il y a quelque chose d'amusant, il confirme et parie que c'est l'événement principal. Elle lui fait confiance. Richard est toujours à l'infirmerie. Toujours inconscient depuis son évanouissement, il commence à se réveiller peu à peu. Malgré ses blessures, il réussit à se lever. Confus, il essaie de se souvenir de ce qui s'est passé et de comment il est arrivé là. Richard réalise qu'il a perdu connaissance à cause des effets sur son corps. Une créature apparaît derrière lui, remarquant qu'il est réveillé. Elle lui dit qu'il a gagné 3240 points pour avoir atteint le round 28 et qu'il peut les utiliser pendant l'événement pour acheter des choses. La créature lui dit d'en profiter, mais Richard est furieux de ne pas l'avoir écouté. Il entend un bruit étrange en courant vers l'arène. Richard est choqué par ce qu'il voit. Le monarque masqué se bat, mais ce qui le sidère, c'est qu'Adelio est au sol. Ainsi, le monarque termine le round 29 et la phase finale commence, où il esquive déjà l'attaque du gros, plus grand et plus rapide que l'exécuteur sacré. Le monarque masqué réussit à le frapper au visage, ce qui met la créature en colère, et elle se prépare immédiatement à attaquer, tirant un rayon laser sur Sangook, qui est projeté contre le mur, mais il se relève tout de suite pour continuer à se battre. Le monarque charge à fond. Il est déterminé à gagner, frappant son adversaire sans relâche. Avec l'écran de fumée, la foule ne voit rien. Ils subissent aussi la déflagration. Même Richard est impressionné et réalise que le monarque est d'un autre niveau. Sangook reste fort. Il se prépare à utiliser le réveil du sang de dragon. La créature sent le danger. Quoi qu'il en soit, le monarque s'investit totalement. Cela fait un moment qu'il n'a pas utilisé la puissante compétence lame de dragon. Le monarque masqué passe à travers lui, et le round final se termine, la foule devient folle. Le chevalier doré reste sans voix. Sangook a dépassé ses propres limites, mais il n'a pas le temps d'y penser, car une tache sombre apparaît sur sa main, l'emmenant dans un endroit inconnu. Une voix dit « Loué soit le héros de l'île mystérieuse ». Le vieil homme dit qu'il attend depuis longtemps et qu'il a le droit de posséder tout. Ce bizarre dit qu'il a quelque chose pour Sangook, puis un livre apparaît et dit au héros de choisir. Cependant, il ne peut en choisir qu'un. C'est la règle qu'il doit suivre. Sangook feuillette les pages, examinant chaque objet jusqu'à ce qu'un attire son attention. La potion de transcendance. Il l'a choisite. L'inconnu sourit et approuve son choix. La potion apparaît alors pour Sangook, qui la prend et la boit immédiatement. L'effet se manifeste tout de suite dans son corps, une lumière brille sur sa poitrine. Sangook vit un voyage dimensionnel et se retrouve sur le champ de bataille. Les gens crient sa victoire. Puis, il réalise que quelque chose a changé et se retourne pour voir quoi. Ses yeux s'écarquillent en découvrant que son niveau a grimpé à 301. Il sourit de bonheur car il a enfin dépassé le niveau maximum. Dans une ville en Russie, le peintre travaille sur une autre œuvre, utilisant soigneusement de la peinture rouge pour faire les fleurs. Il reste concentré sur sa peinture jusqu'à ce qu'elle soit finie. Un éclair surgit au centre, puis la toile explose en morceaux. Le peintre récupère un fragment et se demande si c'est tout ce qu'il peut faire. Il prend immédiatement l'appel et devient suspicieux en voyant un numéro international. Dans une ville allemande, de la fumée s'échappe de la cheminée.
À l'intérieur de l'usine, le travail se poursuit. La fille, concentrée, entend un bruit qui attire son attention. Elle se tourne pour voir. La fille ouvre un tiroir et saisit rapidement une arme. Il y a un intrus. Elle essaie de le repérer, marchant sur la pointe des pieds pour ne pas faire de bruit. La fille surprend l'envahisseur et lui dit de ne pas avancer. Elle lui demande ce qu'il fait là, et, n'ayant pas le choix, l'intrus abandonne. Charles Wu admet qu'il aurait dû frapper, mais voulait vraiment la surprendre. La femme le fixe. Puis elle reconnaît enfin le forgeron, de retour dans l'âme au château du Masqué. Tous les bâtiments sont terminés. Pendant ce temps, les joueurs se déplacent calmement dans les lieux. Il y a un endroit très précis là-bas, où une conversation a lieu, avec un joueur disant que le roi démon va apparaître. Michael dit qu'il ne s'y attendait pas, pensant que le monarque avait fini le round. La fille rétorque qu'il n'aurait pas dû inviter un fou, ce qui met l'alchimiste en colère. Elle menace de lui prendre la vie s'il parle encore. Dina Kruger précise qu'elle a fabriqué l'arme et sait l'utiliser. Effrayée, Michael demande comment elle a réussi à introduire une arme, et elle répond qu'il y a plein de façons. Puis, quelqu'un les interrompt pour dire de garder les salutations pour plus tard. La forgeronne explique que, quand Bai apparaîtra, le monarque aura du mal à l'affronter seul, donc ils ont besoin d'aide. Le peintre, épuisé, demande si le tatoueur est là. CHUL Wu demande s'il s'agit d'Aena, et il confirme, voulant savoir s'il se passe quelque chose entre eux. André explique qu'ils utilisent tout de l'enchantement, lui sur des objets, les tatoueurs sur des êtres vivants. Il dit que s'ils partagent leurs connaissances et cherchent de nouvelles façons, ils peuvent trouver mieux. La forgeronne le contactera demain et dit que si quelqu'un a besoin, il suffit de lui dire. Dina veut d'abord savoir ce que pense le monarque. CHUL Wu se prépare à parler, puis il révèle qu'il a dit qu'il voulait une arme, ce qui surprend les trois. À la pointe sud de la mer Égée, en Crète. De la destruction des lieux, on peut dire qu'une bataille a eu lieu là, avec des monstres morts au sol. Quelqu'un frappe à la porte dorée. C'est le monarque masqué qui fait un nettoyage, éliminant ses ennemis sans pitié. D'autres monstres arrivent pour l'attaquer, chargent férocement avec leurs armes. Lilith participe au combat, utilisant son influence et sa vitesse pour les abattre. La fille s'amuse. Sanyuk pense qu'elle mange trop, mais la princesse dit qu'elle a encore faim. Lilith annonce qu'elle va grandir et devenir une dame, comme le souhaite le monarque. Le monde éternel abrite dieux et démons. Cette île était autrefois le foyer des vestiges de la grande civilisation minoenne, mais depuis que le donjon du temple du diable est apparu, elle a été envahie par des fanatiques qui adorent les démons du monde éternel. Les habitants de l'île ont été évacués vers la ville de Kalamata, et ils attendent maintenant de voir qui sortira vainqueur. Dans la bataille entre humains et démons, Sanyuk marche avec Lilith. Il s'arrête devant une immense statue d'une femme à tête de chèvre. Rang 32, Modus étant le seigneur démon numéro 72. Lilith découvre un objet brillant qu'elle trouve très joli. Sanyuk veut savoir ce que c'est, mais la fille refuse, disant que c'est à elle. Le monarque la rassure, promettant de juste regarder et de le rendre. Lilith accept. Sanyuk le reconnaît comme un objet d'Asmodus avec 100 d'attractivité, et il augmente le taux de réussite des compétences de type succès. Il réalise que même si le mot divinité est dans le nom, le niveau est vraiment bas. FR. Mais pour Lilith, c'est un objet irremplaçable, alors il le lui rend, la rendant heureuse. Elle met le collier, et la pierre brille. Lilith est ravie, et même Sanyuk trouve la scène sympa. FR. Le monarque lui dit qu'elle peut trouver d'autres objets là-bas, l'invitant à une chasse au trésor. Les monstres hurlent, mais ils ne font pas le poids. Lilith s'amuse aussi. FR. Elle traverse les monstres comme un éclair, les renversant, et Sanyuk les découpe. Lilith demande quand ils trouveront un autre objet, et le monarque dit qu'il ne sait pas. FR. Elle s'ennuie, et le monarque masqué lui demande d'attendre un peu. Sanyuk remarque quelque chose de différent et fait attention à ses pas. Il trouve un couloir, et le monarque dit que ça doit être ça. FR. Il demande à Lilith si elle veut attendre là, mais elle veut le suivre. Pendant que Sanyuk marche, la princesse des sorcières de la nuit vole. Il dit que ces statues ressemblent aux 72 seigneurs démons, et même s'il les a déjà vus, c'est toujours étrange. Un bruit attire leur attention. FR. À l'entrée du couloir, plusieurs silhouettes apparaissent. Ce sont des créatures en armure au regard terrifiant. Sanyuk dit que ce sont des chevaliers devenus monstres après avoir vendu leur âme. Il leur ordonne de l'attaquer. FR. Il brandit son épée, attaquant ses 100 lames, les découpant d'un seul coup, essayant de le prendre par derrière avec des lames bien aiguisées. Mais le monarque saute. Maintenant, le masqué est encore plus en colère, chargeant les monstres et tranchant tout avec son épée. FR. Pendant ce temps, Lilith
Fr. Sang Yuk dit qu'il est temps de rencontrer le chef de la maison. Il y a quelqu'un en haut des escaliers. Ça fait un moment qu'il n'a pas affronté Taluna, le grand prêtre. Les statues dans le couloir se mettent soudain à bouger. Sang Yuk a déjà sorti le marteau de sa poche dimensionnelle. Fr. Le grand prêtre observe tout depuis le haut, mais ne reste pas inactif. Il lève la main et des sphères sombres apparaissent. Puis il tire. Sang Yuk les remarque tout de suite. Les sphères touchent leur cible et explosent. Taluna attend le résultat de son attaque, mais ça ne semble pas bien se passer. Sang Yuk apparaît derrière lui et le type masqué dit qu'il est dommage de se revoir juste pour dire au revoir. Taluna ressent de la peur. Sang Yuk l'attaque, mettant fin au chef de la maison. Une partie du prêtre roule dans les escaliers, atteignant le bas comme une explosion. Sang Yuk descend calmement. L'objet est la divinité de Taluna, qui augmente beaucoup le taux de réussite des compétences de type raccourci. Pour lui, c'est incroyable. Fitting pour un grand prêtre, il le remet à Lilith. La fille équipe immédiatement l'objet et subit une nouvelle transformation. Heureuse, elle dit qu'elle se sent vraiment bien. Sang Yuk est ravi, et la fille déclare que son maître est le meilleur. Un écran apparaît pour le type masqué. Son niveau est à 302, une première depuis longtemps, et il a envie de pleurer. Sang Yuk dit qu'ils peuvent enfin rentrer. Lilith demande s'ils doivent encore prendre un bateau en avion. Après sa confirmation, le gars lui demande s'il y a un problème. La fille s'interroge sur la nécessité de faire ça s'il y a un moyen plus rapide, ce qui le rend confus. Avec un grand sourire, Lilith lui demande s'il est prêt à partir. Mais Sang Yuk ne comprend toujours pas ce que pense la fille. Il est vraiment confus et regarde autour de lui, réalisant qu'ils sont soudainement au château du type masqué. Lilith rit de sa petite blague, tandis que Sang Yuk ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Sang Yuk l'appelle, demandant comment la princesse a réussi à faire ça. Sang Yuk demande si elle peut revenir quand elle veut. Lilith confirme et explique que c'est parce que le château est la source de son pouvoir, donc elle peut revenir à tout moment et de n'importe où. Impressionné, le type masqué demande pourquoi elle ne lui a pas dit plus tôt. Elle répond qu'il n'a jamais demandé, donc plus de surprise. Il demande s'il y a autre chose à savoir. La princesse explique qu'étant sorcière de la nuit, elle peut endormir les gens et visiter leurs rêves. Mais il le sait déjà. Lilith dit qu'elle peut aller là où la personne est. Elle demande un peu de temps pour montrer. 10 minutes passent. Richard est rouge comme une tomate. L'homme est dans le château du type masqué et il est confus. Pendant ce temps, Sang Yuk demande comment ça fonctionne. Lilith explique qu'elle a visité le rêve du blond et l'a emmené. Le monarque se demande si elle peut le faire avec des inconnus, mais elle répond non. Il veut savoir pourquoi elle a amené la nuit, et elle dit que c'est plus facile à comprendre. Richard interrompt leur conversation et demande à la princesse si elle l'a kidnappée, attendant une explication. Sang Yuk s'interroge sur la capacité de Lilith à l'emmener dans les rêves d'autres. Elle n'a jamais fait ça et demande au type masqué s'il veut essayer. Il choisit Chulwu. Tout ce bavardage agace la nuit. Richard crie pour demander ce que font les deux et pourquoi il a été emmené. Sang Yuk le surprend en proposant de rendre les armes des membres de la guilde absolue, à condition qu'ils gardent le secret. Et les objets seront rendus. Richard demande s'il est sérieux. Sang Yuk confirme. Mais il y a des conditions. Il demande si la nuit, c'est ce qui se passera s'il brise la promesse. La tourable en chine craque, et un combat se déroule à l'intérieur. Entre les joueurs et les monstres, de nombreuses créatures sont présentes. Mais il gère. Des spectateurs à l'extérieur regardent. Une explosion retentit. Un joueur est projeté, criant de désespoir avant de tomber. Personne ne peut l'aider. Il rencontre sa fin. L'image est juste devant les soldats. Le capitaine les considère comme des faibles. Il ordonne au prochain groupe d'entrer, disant qu'il n'a pas de temps et qu'ils doivent éliminer les monstres rapidement. Aux nouvelles, on annonce que la Chine a conquis Able Tower, celle qui est impossible à envahir. Et ce mois-ci, ils ont nettoyé 8 donjons du même niveau. L'équipe est vraiment puissante. Le gouvernement chinois soutient pleinement les joueurs, faisant de la Chine le pays numéro 1 pour nettoyer les donjons envahissables. Il prévoit de faire de même avec les autres d'ici la fin de l'année. Au département de gestion des joueurs surhumains en Chine, le directeur Zhang Lefan tient un flacon. Il demande si c'est la potion qui peut sauver un homme mourant. L'homme confirme qu'elle a guéri un patient atteint d'un cancer avancé. Zhang trouve ça incroyable, même si ça ressemble à un soda. Il demande où en sont les négociations et on lui dit que les États-Unis veulent acheter 320 potions à 3 milliards chacune. C'est un bon prix pour lui. L'homme mentionne des joueurs gravement blessés au combat. Et que certains d'entre eux sont des membres exécutifs de la guilde des 9 dragons. Zhang lui ordonne de leur donner la potion, mais à une condition, qui lui paie 3,5 milliards. 2500 joueurs chinois ont été éliminés, ce qui énerve le boucher, car seuls les faits les mettant en valeur ont été rapportés. La guillotine dit que le problème, c'est que ce n'est pas fini. CHULU déteste
Elle dit que le pays a assez de joueurs et pense que le bureau voit leur vie comme jetable. Zhang Heuk reste silencieux en écoutant ses coéquipiers. La réunion se termine vite. Éloigné, il appelle Lilith et lui demande si elle se souvient de la femme au château avant. Mais la fille se souvient que beaucoup d'entre elles sont passées par là. Zhang Heuk dit qu'elle a les cheveux et les yeux noirs. Un autre combat a lieu. Luo observe pendant que ses hommes se battent, en armure. Un message indique de se retrouver dans 2 jours à la vallée des larmes à 7 heures. Luo le regarde, curieuse. Dans sa chambre, elle fixe le message et se dit qu'elle n'aurait jamais dû accepter cette offre. Soudain, Luo se sent très somnolente. Elle se demande si elle s'est endormie. La femme pense que c'est à cause du manque de repos ces derniers temps. Elle comprend vite qu'il y a un problème. En se retournant, elle se retrouve face au monarque masqué. Luo demande comment il est entré, mais il répond que ce n'est pas important. Il espère que ce qui se passe en Chine n'est pas ce que veut la guilde des 9 dragons. La femme ne répond pas tout de suite. Mais finalement, elle révèle qu'il existe une organisation appelée le département surhumain. Seiying-euk demande s'il contrôle les joueurs, et elle confirme. Luo ajoute qu'à son retour dans le monde réel, le département les gérait déjà. Le masqué est intrigué. Luo raconte qu'à son retour avec les membres d'élite de la guilde, on lui a proposé de diriger l'effort pour nettoyer les donjons en Chine, en échange de la priorité sur les récompenses. Le département a donc envoyé tous les joueurs possibles dans les donjons. Puis ils ont confisqué tous les objets et équipements trouvés et ont pris le contrôle des utilisateurs du monde éternel en Chine. La femme dit que c'est la cupidité qui les a mis dans cette situation. Heuk semble pensif. Le masqué demande si sa guilde est composée des nouvelles guildes les plus fortes du pays, et il veut savoir une chose. Mais avant qu'il ne puisse poser sa question, Luo explique qu'il y avait 9 dirigeants et que les avis se divisaient à chaque décision importante. Elle ne pouvait rien faire. Finalement, le département a pris le contrôle de la guilde, éliminant ceux qui n'obéissaient pas. Elle dit que c'est ainsi que les 9 dragons se sont effondrés avant qu'elle n'agisse. Seiying-euk comprend que c'est compliqué et veut savoir combien de salauds sont impliqués pour les punir tous. Pendant ce temps, à l'extérieur, une voiture s'est arrêtée avec la porte ouverte. Seiying en sort avec un sourire mauvais, comme ses hommes. Il ne se rend pas compte qu'il est observé. Seiying-euk est en haut du bâtiment. Comme toujours, avec Lilith à ses côtés, le monarque masqué affiche un air sérieux. Il demande s'il y a eu des trouvailles importantes dans le donjon à vendre. On lui répond qu'aucun objet de niveau SR n'a été trouvé, mais qu'ils ont déniché de bonnes choses. L'homme se plaint d'envahir des lieux de bas niveau. Seiying ordonne de contacter les 9 dragons pour leur dire qu'ils ont assez de joueurs pour envahir des donjons de haut niveau. Soudain, quelqu'un se fait frapper. Le chauve tombe, assommé, mettant Zhang en alerte. En regardant autour, il voit que tout le monde est dans le même état et dit à ses hommes de se lever. L'homme continue de crier, demandant ce qu'ils font. Soudain, quelque chose l'effraie et il devient très nerveux. Avant qu'il ne puisse réagir, il est projeté. Seiying tombe inconscient, le visage rouge du cou. Seiying-euk n'a aucune pitié pour lui. Et il dit qu'il est temps que l'homme paie pour ses crimes. Seiying-euk ne pardonnera pas à cet idiot. L'homme se réveille, surpris par les cris. Tout le monde est là. Zhang demande ce qui s'est passé, mais personne ne sait. Ils viennent juste de se réveiller. L'autre gars dit au gros de regarder autour. Mais ils ne trouvent pas de sortie. Ils entendent un bruit étrange. Zhang s'énerve, réalisant où il est. Il crie qu'il ne sait pas qui est ce gars, mais comment ose-t-il lui faire ça? L'homme prévient que son ennemi doit venir s'excuser, sinon il le retrouvera en morceaux. Mais personne ne vient. FR. Pourtant, le chauve dit avoir entendu des bruits d'une direction. Zhang demande où, car il n'a rien entendu. Un laser passe près de lui coupant le visage, et son homme reçoit une coupure encore plus grande. FR. Il perd complètement le contrôle face à la situation, et un rugissement encore plus fort retentit. Zhang et les autres, terrifiés, voient alors des loups-garous sauvages apparaître, les faisant crier et paniquer. Les monstres déchirent tout avec leurs griffes acérées et mordent avec leurs énormes mâchoires. FR. Tout le monde est attaqué. Les loups-garous n'épargnent aucune victime. Zhang, horrifié, est sous le choc. L'homme tente de fuir, mais un monstre est déjà derrière lui. Zhang sait que c'est la fin. En quelques secondes, il est déchiqueté par des griffes acérées. FR. Un massacre a lieu dans ce donjon. Dehors, tout est calme. Quelqu'un entend les cris d'horreur. Sang-Yuk, éclairé par la pleine lune, reste indifférent. Il espère que ses hommes ressentent un peu du désespoir et de la peur que les joueurs ont éprouvé lorsqu'ils ont été anéantis à cause d'eux. FR. Et avec ça, Sang-Yuk dit adieu à ces salauds. Un débordement a été détecté à Pékin. Une alerte demande à tous d'évacuer vers le refuge le plus proche. Les monstres sont en liberté. Quelqu'un crie pour qu'ils s'arrêtent. FR. Elle demande s'ils aiment l'air frais. Luo espère qu'ils l'apprécient, car c'est leur faim. Ces mots irritent les monstres, qui se précipitent vers elle. Avant qu'ils ne s'approchent, ils sont frappés. Luo se couvre les yeux, se protégeant de la lumière. FR. L'attaque a été faite par la vice-maîtresse de la guilde des 9 dragons. Ruo lui fait un signe de tête. Luo fait de même. La vice crie à tous de se préparer.
C'est l'heure de chasser les monstres. Ruo attaque l'œil des grands. Luo observe ses hommes se battre courageusement. FR. Elle est satisfaite du courage de l'équipe, mais elle ne va pas rester là à regarder. Elle se joint au combat et lève courageusement son épée contre eux. Cela fait 10 jours que le directeur et les dirigeants du département des super-humains ont disparu. La Chine pensait que c'était l'œuvre d'un joueur lassé du traitement du gouvernement. FR. Les politiques du gouvernement chinois envers les utilisateurs du monde éternel ont été complètement révisées. Ils ont agi rapidement, car les hauts fonctionnaires craignaient d'être les prochaines cibles. Ils ont donc choisi un nouveau directeur pour le département des super-humains. Le joueur représentant de la Chine influe à l'échelle mondiale. FR. Ils ont choisi Lu Sheqian, maître de la guilde des 9 dragons à Séoul. La nouvelle a déjà circulé. Dire « Huc » n'est pas une mauvaise chose. Son jeune frère l'entend et veut savoir ce que c'est. Sangmin sent qu'il y a quelque chose de différent chez le monarque. FR. Ils vont au magasin de joueurs et Sangmin demande si c'est vraiment le jour de Heugne. Il y a plein d'armes et de bijoux brillants. Impressionné, Sangmin se demande ce que fait son frère là. Sangook répond qu'il voulait juste jeter un œil. FR. Le monarque avoue être curieux des hybrides alliant technologie et objets du monde éternel. Leur arrivée dans le magasin est signalée par un carillon. Sangook demande aux vendeurs s'ils peuvent jeter un œil, et le commerçant les invite à le faire. Quelque chose attire vite leur attention. FR. Le monarque remarque qu'il mélange une solution contre la perte de cheveux avec une potion. Sangmin dit qu'elle est très populaire en ligne car son effet est 10 fois plus puissant. Sangook trouve que 100 millions pour une bouteille, c'est trop cher, mais le plus jeune ajoute qu'elle se vende comme des petits pains. FR. Le monarque demande quelle est la meilleure arme et l'homme va vérifier. Le vendeur présente une lame conçue avec l'électronique et le bureau de gestion des joueurs. Il explique qu'elle est légère et efficace contre les monstres, et quelle est la version améliorée de celle du jeu. FR. Intéressé, Sangook demande le prix. Le vendeur annonce une promo spéciale à 3 milliards. Il demande ce que l'homme en pense, affirmant qu'il n'aura rien à craindre dans un donjon. Mais l'épée se casse dans les mains du monarque. FR. Agacé, l'homme demande ce qu'il a fait. Sangook s'excuse et dit que l'homme a dit que c'était mieux que dans le jeu. Il lui demande de mettre la charge sur sa carte et refuse de payer en plusieurs fois. De retour au château, Sangook est encore plus con. FR. La magie noire est la meilleure pour amplifier le mana, mais Andrei prévient que c'est dangereux et que tout repose sur la magie blanche. Il avertit qu'on ne peut pas mélanger les deux. Ayan rétorque que ce n'est pas si simple et que ses sorts de tatouage s'apparentent à la magie noire. FR. Charles Wu dit que c'est différent. Il sait qu'elle utilise du fluide de monstre pour le tatouage, ce qui maximise les effets, mais c'est le mana qui donne la force. Michael conclut qu'il a besoin d'ingrédients harmonieux. Une idée lui vient alors. FR. Il demande à tous de venir. Seyinuk est dans son bureau. Son silence est brusquement interrompu par l'ouverture inattendue de la porte. Le monarque dit qu'ils auraient dû frapper, mais le forgeron rétorque que ce n'est pas important. Charles Wu lui montre une potion. FR. Seyinuk veut savoir ce que c'est et ils affichent tous un air confiant. C'est une potion de résurrection. Intrigué, Seyinuk écoute, mais Andrei prévient que ce n'est pas tout à fait vrai, car plus de tests sont nécessaires. FR. Mais jusqu'à présent, la santé d'un rat a été restaurée avec seulement 2 gouttes. Pensif, Seyinuk dit que ça fonctionne. Il demande s'ils peuvent en produire beaucoup, mais le forgeron répond que les ingrédients sont très rares. Fluide de dragon, corne de licorne, larme de phénix, et en grande quantité. FR. Cédric Seyinuk leur dit de dire ce qu'ils veulent, il fera de son mieux. Yoni lui demande aussi de voir le nouveau tatouage. FR. Ils ont partagé leurs compétences pour créer des épées capables de terrasser d'énormes monstres ou des tatouages augmentant des statistiques, travaillant ensemble chaque jour. Ces personnes étaient les meilleures dans le monde éternel, chacune capable de choses impressionnantes. FR. Beaucoup de joueurs utiliseront leurs objets à l'avenir. Huc est sûr d'une chose, ils deviendront plus forts que jamais en travaillant chaque jour. Les masqués se battent en Roumanie et ont affronté des lézards géants au Kazakhstan ainsi que des créatures horrifiantes au Maroc. FR. Lors de la réunion, ils veulent des nouvelles des joueurs envoyés. Actuellement, les masqués sont dans 3 pays d'Asie centrale et 2 d'Afrique. Les attaques avancent bien. FR. Seyinuk demande s'ils ont obtenu quelque chose et le boucher dit qu'en dehors des objets spéciaux, ils vendent tout au gouvernement local et aux principales guildes. Il veut savoir comment ça se passe au magasin et découvre qu'il y a eu un peu de chaos au début. Mais maintenant, tout fonctionne bien. FR. Seyinuk dit qu'ils sont encore au début de l'ouverture et leur demande de surveiller l'inventaire. CHULU, lui, veut savoir s'ils peuvent construire un quartier devant le château. FR. Il est honnête, disant que l'endroit est peu pratique et Guillotine ajoute qu'ils ne peuvent utiliser des appareils électroniques qu'à l'extérieur du château. Le monarque est d'accord et trouve ça une bonne idée. FR. Seyinuk lui demande de chercher un bon entrepreneur, s'assurant qu'ils sont excellents. FR. Le monarque demande ce qu'il voulait,
puis elle mentionne que le château du chaos s'est matérialisé, impressionnant le monarque. Ensuite, il se concentre sur la Sibérie. Une troupe avance vers la forêt. Les joueurs, bien équipés, sont distraits car ils ont enfin atteint le mur du château. FR, le gars à la moustache dit que ce sera plus facile que prévu et qu'ils vont en finir vite, mais on les prévient de ne pas baisser leur garde, car personne n'a encore envahi le château. FR, le joueur lève les yeux vers le ciel, intrigué par quelque chose. Le ciel est rempli de gargouilles, puis l'ordre de prendre les armes est donné. Une bataille éclate au château, les bruits du combat résonnent dans la forêt sombre. FR, au sol, les monstres gisent sous une épaisse brume. Le château du chaos, terrain de chasse le plus difficile, est apparu la 5e année du jeu Eternal World et n'a pu être conquis qu'à la 20e. Même le monarque masqué n'a pas réussi à y entrer. FR, plus précisément, il a choisi de ne pas le faire à cause de la nature du château, il ne pouvait pas être envahi avant sa 15e année et après cela, ce n'était plus rentable, mais les autres guildes ont fait de leur mieux pour conquérir le château du chaos car conquérir cet endroit permet de réaliser ses désirs les plus profonds. FR, c'est pourquoi tout le monde marche vers le château. Personne ne savait d'où venaient les rumeurs, mais elles se répandaient rapidement parmi les joueurs. Il y a plusieurs bouteilles de boisson, toutes éparpillées dans la pièce. Peu à peu, Yann se réveille, sa tête lui fait horriblement mal. Il se demande combien il a dû boire la nuit dernière. Il est confus à propos de la femme qui dort à côté de lui. Quelqu'un demande s'il peut s'habiller maintenant. Le monarque masqué se tient juste devant lui et lui dit de ne pas ruiner ses yeux. Yann est complètement choqué de voir le masqué là. Il suggère que le gars doit être en Russie à cause du château du chaos. Seyinuk dit qu'il n'y aurait pas d'autre raison pour lui d'être là. Après tout, il est une personne très occupée. Yann propose une tasse de café, mais le masqué refuse car il veut juste les termes. Le blond sourit et dit qu'il est sûr que le gars s'y attendait déjà, donc il veut juste récupérer toutes ses armes. Mais Seyinuk dit qu'il ne peut pas faire ça. Yann essaie encore de le persuader, disant que